En 2002, Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers, sort son 4e album, The Eminem Show, qui se vend à 30 millions d'exemplaires. Il fait partie de ces stars qui représentent une facette de l'Amérique, cette même Amérique qu'il se plaît à décrire, railler et critiquer dans ses chansons. Très vite, la tête brûlée originaire de Détroit se distingue, entre autres, avec des paroles provocantes qui déclenchent de violentes controverses autour de son nom. Une tornade médiatique qui n'empêche toutefois pas le public de le suivre, bien au contraire. Dans ce contexte tumultueux, Eminem se voit offrir l'occasion de faire ses premiers pas au cinéma dans 8 Mile, tremplin potentiel pour se faire connaître d'un public plus large, mais aussi, plus concrètement, l'opportunité de montrer une autre facette de lui. Peut-être même l'opportunité de montrer son vrai visage. 8 Mile, réalisé par Curtis Hanson, c'est le film dont on a envie de parler aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise. Bonjour RM. Donc on se retrouve pour ce second podcast qui sera cette fois consacré donc à 8 Mile de Curtis Hanson, film de 2003, après celui sur Midsommar du coup qu'on a fait l'autre fois. Donc suite à cette petite introduction, je voulais qu'on commence un petit peu, l'autre fois on l'a fait un peu à la fin, qu'on commence par dire un petit peu déjà ce que tu as pensé du film globalement sans rentrer dans le détail, et que chacun dise un peu ce qu'il en a pensé, s'il a aimé, pas aimé, voilà. Oui, alors moi je me souviens de l'avoir vu quand il est sorti en DVD à l'époque, donc ça devait être autour de 2004, quelque chose comme ça. Donc je devais avoir 17-18 ans. À l'époque, j'ai pas adoré, mais je pense que inconsciemment j'étais vraiment formatée par Hollywood. Et par moi en fait je m'attendais vraiment à l'histoire classique From Rags to Riches, tu vois, le gars qui démarre au bas et qui finit voilà, superstar avec sa... En fait moi carrément. Je voulais le biopic formaté qu'on a vu 150 fois et aujourd'hui maintenant, enfin quand là je l'ai revu, du coup je l'avais pas revu depuis. D'accord. Donc ça remonte, ouais. Oui, ça remonte, ouais. Et là, en le revoyant, eh bien, je suis très contente qu'il n'ait pas suivi ce format. Mais comme quoi, on évolue, hein. Mais je pense que oui, étant plus jeune, étant ado, j'aimais les choses assez formatées, mais sans m'en rendre compte. Et puis là, en ayant évolué, en ayant un petit peu étudié aussi le schéma classique du scénario, je pense que j'aime justement le fait que voilà, ce soit un peu plus original de donc, ce côté-là. En résumé, t'as aimé. J'ai aimé le film. Tu peux dire que t'as aimé, d'accord. J'ai aimé le film, oui. Alors, c'est exactement la même, sans rentrer dans le détail non plus, la même remarque que je me suis faite, c'est que je l'ai vu, j'avais 2002, j'ai été le voir avec un groupe de potes. Eminem, c'était... de toute façon, je suis fan d'Eminem encore aujourd'hui. Pour moi, c'est l'un des artistes les plus accomplis qu'on puisse trouver, c'est mon avis. Et quand j'étais le voir au ciné, en fait, pareil, je m'attendais à une espèce de... Comment l'expliquer Ouais, d'explosion du succès, un peu vraiment à la Rocky, tu vois, plus comme Rocky, même si le film, je trouve, ressemble à Rocky. Il ressemble beaucoup à Rocky. Mais en fait, c'est vraiment, je m'attendais à une espèce d'explosion, comme tu le décris, une espèce de biopic de succès, je pars de rien et j'arrive à tout, et que limite le film se finisse sur une espèce de concert d'Eminem comme il y a aujourd'hui. Et j'avais été déçu, logique, parce que, en fait, je m'étais fait chier. Clairement, à l'époque, j'avais 2002, j'arrive pas à calculer combien j'avais, 16 ans. J'avais 16 ans. Et tous mes potes en est sortis. Déjà, nous, tout ce qu'on attendait, c'était entendre Lose Yourself tout le long, entendre du Eminem tout le long. Donc, on en parlera, mais c'est pas le cas dans le film. Et on est ressorti très mitigé en se disant ouais, alors Eminem est un très bon acteur, même si on l'avait eu en VF, honte à nous, mais bon. Après, surtout voilà. À l'époque, pour aller voir un film en VO au cinéma, c'est la VF est catastrophique. J'ai essayé de la mettre juste pour rigoler sur le DVD. Non, la voix qu'ils ont collée à Eminem est juste atroce. Tu peux pas, quand tu connais Eminem et son timbre de voix. Mais clairement, j'étais déçu. Je m'étais dit non, je me suis fait chier. Et en fait, c'est juste que gros manque de maturité, formatage, c'est-à-dire que tu vas voir ça, tu te dis il va rentrer dans tous les standards qu'on voit. Exactement. Et en fait, non, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc comme pour le premier podcast, on va procéder par liste de scènes. Donc on a fait, Marie et moi avons préparé une liste de scènes que Marie va introduire à chaque fois. Donc je te laisse commencer par la première. Très bien. Un écran noir. Avant même de voir une seule image, nous entendons les premières notes d'un sample saccadé. La voix grave de Mobb Deep nous cueille dès les premières secondes, comme pour nous faire comprendre que le hip-hop sera au cœur de l'histoire. Alors que le titre du film apparaît, des halos de lumière filtrent sur les côtés de l'écran, presque en rythme. La caméra se décale légèrement pour nous laisser entrevoir notre protagoniste, Rabbit. Nous apercevons son reflet dans un miroir. Il ne tient pas en place. À la manière de Rocky avant un grand match, il trottine, sautille, s'étire, puis les mouvements lui viennent. Ses bras bougent en rythme à la manière de rappeurs célèbres.
Dans les toilettes miteuses et crasseuses qui lui servent de salle d'échauffement, il ne quitte pas son reflet des yeux. Il entre dans le rôle, semble de plus en plus confiant. Ses mouvements se font plus précis, plus assurés. La caméra est nerveuse. Les plans sont courts, hachés, comme dans un clip à la grande époque de MTV. Alors que Rabid semble possédé par la musique, on frappe à la porte. Le charme est rompu. Sa confiance s'envole. La musique s'interrompt brusquement pour laisser place à un bruit de fond peu rassurant. Submergé par le stress, Rabid vomit son repas. Je te remercie pour cette super introduction au film. J'ai presque la musique qui me venait, tu vois, en même temps. La musique, comme tu l'as dit, de Mobb Deep. Je crois que c'est le titre Shook One Part 2, qui est un groupe de rap actif depuis 90. C'est ce que j'ai trouvé sur cette partie-là. T'as pensé quoi de cette première scène du film ? Alors moi déjà, direct, j'ai eu Rocky en tête. Pareil. Voilà. Mais je pense que de toute façon, le parallèle va se faire pendant une bonne partie du film. J'en discutais un petit peu hier avec mon grand frère qui adore aussi le hip-hop. Et il me dit, bon, voilà, on essayait de convaincre ma mère de regarder le film, qui n'était pas hyper motivée. Pour 8 Mile, tu veux dire ? Pour 8 Mile. D'accord. Et mon frère lui a dit quelque chose. Il lui a dit, t'as pas besoin d'un podcast de 2 heures pour savoir pourquoi il faut regarder 8 Mile. Merci Sylvain, c'est cool. En gros, si tu as aimé Rocky, c'est Rocky mais avec du rap. Ouais, non mais je pense que clairement, je pense que c'est clairement que c'est ça. Alors bizarrement, j'ai pas trouvé spécialement d'infos que le réal se soit inspiré de Rocky, mais je pense que c'est tellement évident que c'est plus peut-être le schéma du mec qui part de rien, qui arrive à tout, je pense. C'est-à-dire, à mon avis, c'est le côté l'outsider en fait, le gars que personne n'avait vu venir. La personne qui... En anglais, ils ont le terme underdog pour ça. Alors nous, on utilisera outsider. Je trouve que la traduction n'est pas géniale, mais c'est vraiment le gars qui est un petit peu loser, un peu... que la vie n'a pas épargné, et que personne n'attendait, et qui finalement réussit à faire quelque chose, à se surpasser lui-même pour arriver à... Et là, vraiment, l'idée de se surpasser, elle est présente autant dans Rocky que dans 8 Mile. En fait, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a ce parallèle un peu en tête. Et puis là, clairement, on dirait qu'il s'échauffe pour un match de boxe. Exactement, moi j'avais vu, c'est ce que j'avais marqué, tu vois, qu'il était filmé comme un boxeur qui s'échauffe. Et je trouvais que la première idée intéressante du film, c'était de nous plonger dans le rap comme si on allait assister à un combat de boxe. Exact. Et surtout, moi, ce qui m'a... Je sais pas si t'avais fini par rapport à ton avis sur la scène en elle-même, ce qui m'a choqué, même à l'époque, par contre, ce qui m'a choqué encore plus à l'époque, c'est à quel point on voit un Eminem fragile, qui est dans le doute, qui a perdu 10 kilos pour le rôle, qui a les cheveux teints, enfin, qui a sa couleur naturelle, qui est plus en blond, comme son personnage de Slim Shady, qu'il a sur tous ses albums. Et replacé dans le contexte de l'époque, tu parlais du fait qu'il vomit. Montrer Eminem vomir à l'époque, même pour moi qui avait 16 ans, c'était dingue parce que il avait vraiment l'image d'un trouble fête, d'un artiste controversé à ce moment-là. Il était dans un torrent médiatique d'accusations, de procès, c'était monstrueux. Et là, on arrive, on voit un mec qui a tout peur, tout fragile, qui flippe, qui est amaigri, qui n'est pas blond. Tu te dis, mais c'est presque pas Eminem. Et c'est pas Eminem d'ailleurs. C'est bien ce qui est voulu, c'est que c'est un rôle. Pour moi, c'est vraiment un rôle qui a flingué son image. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, ce mec m'intriguait énormément, comme tous les ados, je pense, par son côté jusqu'au boutiste. Transgressif, il emmerdait tout le monde et tout. Et j'avais même fait un exposé en fait sur lui. C'est marrant quand je me retrouve à en parler aujourd'hui. J'avais, 15-16 ans, c'était cette même époque. J'avais fait un exposé en musique au lycée où j'étais. La prof de musique a tiré une tête tout le long. Je me suis ramené avec un magazine d'Eminem où le mec avait été à poil avec un bâton de dynamite devant le sexe, tu vois, et tout. Elle m'a dit, tu vas nous parler de ça? Oui, d'accord, je t'arrêterai si c'est trop. J'étais mort de rire. Et j'ai fait mon exposé sur Eminem, j'étais à fond dedans et je la voyais, la prof, se décomposer parce que je disais qu'il menaçait sa meuf sa femme dans les musiques, qu'il menaçait sa mère, machin. Et je te jure, les yeux de la prof, c'était impayable. Et elle faisait vraiment une tête bizarre. Et pour revenir à la scène, j'ai bien aimé la contextualisation, en fait. T'arrives dans des WC crades, c'est dégueulasse. Le mec là-dedans, ça fait vraiment une ambiance verdâtre. Et la sobriété du jeu d'Eminem, en fait, ça m'a surpris. Ouais. Je ne le pensais pas capable, en fait, d'être autant dans la retenue, tu vois. Mais c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qu'il jouait très très bien, justement pour ça, parce qu'il est vraiment dans la retenue. Oui. Tout est dans les yeux. Oui, le regard, il a un regard super expressif. Il a un regard super expressif. Et vraiment, comme tu dis, pour quelqu'un qui est aussi over the top, quoi, il en fait des caisses. Ah oui. C'était son personnage, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est presque choquant, finalement. Oui. Mais là, en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que les premières secondes, on voit vraiment un personnage hyper sûr de lui.
quand on le voit en train de faire semblant de rapper devant le miroir. Et en fait, on va pas le voir, on va pas revoir ce personnage avant la toute fin. C'est ça, non, c'est clair, c'est que il arrive à être dans sa bulle parce qu'il est seul avec lui-même, et je pense que son vrai souci, c'est de l'assumer en présence d'autres et dans le milieu dans lequel il évolue, quoi, finalement. Et oui, complètement. Et là, en fait, c'est un aperçu de ce qui pourrait être. Exactement. Mais qu'il n'est pas encore. Et par rapport au personnage, donc le fait qu'il l'appelait Jimmy Smith, déjà ça établit bien qu'il s'appelle pas Marshall Mathers comme Eminem, donc c'est pas, et on n'assiste pas vraiment en fait à l'histoire d'Eminem, plus à l'histoire de Jimmy Smith qui a un parallèle avec la vie d'Eminem, on va dire. Et le fait aussi qu'ils aient pris un mec qui a un nom de famille qui est genre le plus répandu quasiment aux States, c'est pas anodin, c'est, je pense, vraiment pour te montrer, ok, on vous parle d'un mec lambda qui va commencer à grimper les échelons. Et le réalisateur, donc Curtis Hanson, qui d'ailleurs malheureusement est décédé depuis, je sais pas si tu le sais, je savais pas. Voilà. Il a demandé à Eminem en fait de lui raconter différents éléments de sa vie pour les intégrer en toile de fond en fait au film, mais pas pour faire un biopic vraiment sur sa vie telle elle s'est produite point par point. Et ils ont confié le scénario à Scott Silver, donc j'ai appris ça, qui est notamment le scénariste de The Fighter de David O. Russell, sorti en 2010, je sais pas si tu l'as vu, qui est un très bon film, et surtout le scénariste de Joker en fait, de Todd Phillips, qui est sorti en 2019. C'est le même scénariste que 8 Mile. Et je trouve que quand tu le sais, tu comprends mieux cette espèce d'intérêt pour quelqu'un qui sort de nulle part et qui va monter, alors bien, enfin dans le bon ou dans le mal évidemment, et qui va gravir les échelons et se surpasser et découvrir son vrai visage. Avec Joker, voilà. C'est vrai. Et du coup, quand tu le sais, j'ai appris ça. Et pour le réal, en fait, pour 8 Mile, sa grande question, c'était de savoir si Eminem serait crédible en acteur, parce que Eminem, c'est pas un acteur. Au départ, il a beau faire des clips, c'était pas un acteur. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que lui, il s'est totalement foutu de l'aspect médiatique d'Eminem. Il s'est pas intéressé il a même pas vu des clips en fait qu'Eminem faisait. Il s'est pas intéressé au torrent médiatique qu'il y avait à côté. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est de le rencontrer d'homme à homme, voir comment ça passait avec lui en tant qu'artiste. Il s'en foutait d'Eminem, c'est vraiment Marshall Mathers qui l'intéressait. Et il a demandé à Eminem, j'en parlais tout à l'heure, d'enlever sa couleur de cheveux blonds pour qu'il soit plus Slim Shady, qu'il soit vraiment Marshall Mathers, on va dire. Et du coup, il voulait vraiment que le spectateur le voie comme Jimmy et pas comme Eminem. Il voulait que le spectateur puisse vraiment s'attacher à lui en fait en tant que personnage à part entière. Et moi, je trouve que c'est réussi. Et à ce titre, ils ont répété les scènes 6 mois parce qu'Eminem était vraiment flippé. Il s'est rendu compte de la somme de travail que c'était, qu'un acteur, ça s'improvisait pas. Et ils ont répété 6 mois ensemble tous les deux jusqu'à ce que chaque scène sonne parfaitement juste. Hanson avait chaque fois des nouvelles propositions, dis-le plutôt comme ça. Eminem s'y est plié et vraiment il a été. Ils se sont trouvés en fait artistiquement, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et je pense que ça a vraiment joué sur le fait que Eminem soit aussi sobre dans son jeu et aussi qu'il ait totalement effacé Eminem au profit de Jimmy Smith, quoi. Je trouve que ça marche très bien. Voilà. Mais ça m'étonne pas ce que tu dis du fait qu'il... Je pense que pour être un artiste aussi accompli, il faut avoir quand même un minimum de rigueur. Oui. Et je pense que voilà, il faut bien distinguer le côté sulfureux. Oui. Clairement, il le faisait exprès. Hein, mais il fallait le comprendre malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, je t'ai coupé, pardon, mais toute la controverse venait du fait que les gens n'ont pas pigé qu'il fallait pas le prendre au premier degré. Exactement. Il était dans un personnage de Slim Shady, quoi. C'était du 15e degré. Alors après, aujourd'hui, je pense que ça passerait encore moins. Aujourd'hui, c'est compliqué, ouais. Ce serait très compliqué. Bon, après, je suis pas derrière toutes ces paroles. Hein. J'avoue qu'il y a certaines paroles qui restent un peu choquantes. Non, c'est vrai. Après, il dépassait tous les bornes, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il se mettait aucune limite. Hein. Non. Mais je pense que quand même, ça reste un artiste, ça reste à mon avis quelqu'un qui a de la rigueur et ce que tu m'expliques m'étonne pas du tout en fait pour arriver à ce... C'est en ça que ce mec me fascine en fait, c'est que on en parlera peut-être un petit peu de ça. C'était un peu, je fais un petit aparté, c'était un peu le côté délicat de ce podcast. C'était, moi à titre perso, j'adore ce mec, donc c'était pas de partir trop dans sa vie et parler trop Eminem. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler d'8 Mile, qui est avec Eminem. Mais je ferai peut-être plus tard quelques petits parallèles avec sa vie. On est obligé de toute façon, parce que bon... Qui montre la détermination du mec, d'où il vient, et le fait qu'il a la rage au ventre, le mec. Et il a une discipline et une capacité à se renouveler, à se prendre en main qui est sidérante, quoi. Et je pense que le film montre quand même ça, quoi. Rabbit se voit refuser l'entrée au club, mais est vite secouru par son meilleur ami, Future. Nous rencontrons rapidement sa bande de potes. À travers leur taquinerie et leur plaisanterie, nous comprenons qu'ils sont un soutien indéfectible pour Rabbit. Ils seront l'âme et le cœur de l'histoire. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Il est très bien entouré. On pourrait partir d'un mec qui est mal entouré, qui a que des crétins autour de lui qui l'enfoncent.
Et ça aussi, ça m'a surpris en le revoyant. J'ai dit, en fait, il s'est déjà entouré de potes bienveillants qui l'accompagnent, qui le soutiennent. Et puis, c'est vraiment indéfectible, quoi. Ils le soutiennent contre vents et marées. Ils se moquent pas. Alors, ils se taquinent entre eux, mais ils se dosent comme des potes se dosent. Comme des potes. Mais jamais ils l'enfoncent à aucun moment. Et ça, c'est assez dingue parce que... En plus, ça serait la facilité, je veux dire... Parce que là, c'est envers et contre tous. Hein. Voilà, c'est clairement donc Jimmy Smith dans l'histoire, qui est un personnage blanc au milieu d'une population majoritairement noire. Tous ses potes, en fait, sont blacks aussi. Voilà. Sauf un, oui. Sauf très juste, Cheddar Bob, voilà. Oui. Mais en fait, ce serait très facile pour eux, pour se mêler au groupe, de le tailler, de le casser sur le fait qu'il est blanc, qu'il pourra jamais faire du rap et tout. Et en fait, pas du tout. On sent que non, il s'est entre guillemets intégré à ce groupe-là et envers et contre tous. C'est ses potes, quoi. Il y a aucun problème de couleur ou carrément. Voilà, surtout Future, en fait, le personnage de Future qui est vraiment bienveillant avec lui, on sent qu'il croit en lui plus que lui-même. On sent qu'il a capté en lui une puissance que même Jimmy n'a même pas soupçonné encore, en fait. Et exactement. Ça, c'est une espèce de foi un peu aveugle. Et puis, ce personnage de Future, moi, je le trouve... il a un charisme et une aura impressionnante. Carrément. Et franchement, je pense que c'est un personnage qui est essentiel à l'histoire. C'est vraiment son plus grand soutien, en fait. Complètement. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai aimé, là, sur l'exposition, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des scènes d'exposition, c'est-à-dire qu'une scène d'expo, dans un film, ça va être les premières minutes du film où on va nous expliquer dans quel monde vit le personnage, qui sont les personnages principaux, mais sans nous dire je suis content de te voir, tu es mon meilleur ami. Voilà, pour que le public comprenne, il faut que ça se fasse de façon assez subtile, en fait. Et ici, c'est super bien fait, parce qu'en fait, en moins de 10 minutes, on a compris l'enjeu. C'est-à-dire, on a compris ce que Jimmy Smith veut arriver à faire de sa vie. Exactement. On a compris qui sont ses alliés. On n'est pas loin là, on va bientôt comprendre qui sont ses ennemis. Très juste. En très très peu de temps, ils arrivent à faire un travail hyper efficace et hyper subtil et organique, en fait. Ça se fait tout seul. Oui. On rentre dans le film tout de suite. Et moi, ce que je déteste vraiment dans les films, c'est quand dans les premières minutes, ils débarquent avec leurs gros sabots en disant « Tu vois, lui là-bas, c'est mon ennemi. » C'est ça qui était peut-être surprenant et qu'on peut pas capter à 16 ans, peut-être. D'autant que moi, j'étais encore moins mature qu'aujourd'hui à 16 ans. J'ai 35 ans, mais des fois, je me dis que j'en ai 10 dans la tête. Mais du coup, à l'époque, je sais pas si t'as ce recul de maturité de te dire, d'accord, en fait, non. Un film comme ça va être subtil. Non, moi, je m'attendais à ce qu'un film comme ça débarque avec des gros sabots. Voilà. Mais je pense que c'est ce qu'on veut quand on est plus jeune. Oui. Et puis bon, la je pense nuance, que nous, tu t'en fous quand t'es jeune. Vu l'époque où on est né aussi, je pense qu'on a vraiment été formaté par Hollywood, en fait. Parce qu'on a grandi au Spielberg. Alors, j'ai rien contre Spielberg, et c'est pas formaté toujours, mais je comprends. Je veux dire, on a grandi avec des films vraiment très, très, très formatés et très équilibrés. Complètement. Voilà. Tu comprenais tout ce qu'il y avait à comprendre. Voilà. Alors, de manière plus ou moins subtile aussi, et on a des très, très bons de films de ce genre-là. Surtout, je reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que du coup, je pense que toi comme moi, on s'attendait vraiment à un truc beaucoup plus... Oui. Moi, je m'attendais vraiment schéma classique. Presque, en fait, c'est débile, mais presque aller voir un concert d'Eminem, quoi. En fait, on s'attendait à ça. Donc, quand t'arrives et que tu suis un mec qui galère, que c'est ultra subtil, que c'est tout en retenue, c'est feutré, toi, t'as 16 ans, t'arrives là, tu te dis pas c'est de la merde le film, tu te dis juste j'ai dû rater un truc, en fait. Et après, tu le revois 20 ans après, et tu comprends qu'en fait, t'as vu un très bon film, quoi. Donc, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que là, en quelques secondes, il nous a dressé un portrait de la plupart de ses amis aussi. Direct, dans le groupe, on a compris qui était qui, en fait. Très juste, qui était plutôt le leader, qui était plutôt ce qu'on appelle j'ai pas le terme, le comique de service par rapport à Cheddar Bob. Le comic relief, voilà. Cheddar Bob, le personnage qui, tout le temps, dans un groupe, est celui qui va faire des blagues ou à qui il va arriver des trucs marrants. On voit qu'il est un petit peu simple, il est gentil, mais il a l'air... Je sais pas comment le qualifier, le personnage de Cheddar Bob. Je sais pas s'il est volontairement montré un peu simple ou juste il est très très gentil dans un monde un peu de... Oui, il est naïf, dans la jungle un peu, finalement, monde un peu mais de c'est lion, ce que j'ai adoré aussi dans ce groupe, c'est que ça serait facile d'enfoncer Cheddar, en fait. Il est... Ah non, c'est clair. Il tend la perche, des fois. Il tend la perche. Et en fait, alors, il le dose, mais ils sont hyper sympas avec lui. Oui, c'est carrément... Donc, c'est... En fait, même si c'est ça qui est beau, c'est que même si le personnage de Rabbit, en fait, il est pas du tout à sa place dans le club, il se sent pas à sa place dans ce club,
ça va devenir sa place, mais pour l'instant, il s'y sent pas du tout à sa place. Il est à sa place avec sa bande de potes, en fait. Exactement. Et c'est déjà bien parce qu'en fait, il a une base propre pour avancer. Il s'en rend peut-être pas compte. Et par rapport à son groupe, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est magnifique. Tu parlais de Cheddar Bob, en fait, le fait que les personnages soient bienveillants avec lui, ça montre aussi, je trouve, une image du rap que je trouve que médiatiquement, le rap, quand tu parles de rap, on pense tout de suite à gangsta rap, les bourrins, les bastons, les embrouilles qu'il y a eu en amont, à côté de la musique. Et là, en fait, on tombe juste avec des mecs qui veulent s'en sortir, qui ont une vie un peu compliquée. Ils galèrent, en fait, ils galèrent complètement. Et en fait, ils ont juste leur passion, ils veulent s'en sortir avec ça, et ça s'arrête là, tu sens, on t'introduit pas un personnage violent. On va y revenir sur certaines scènes, mais moi je trouve que le film se joue aussi de nos attentes là-dessus. Oui, et c'est très... C'est-à-dire que si on a vu quelques films sur les banlieues un peu compliquées aux États-Unis, on a aussi un schéma en tête. Ah oui, non, c'est clair. On sait exactement à quoi on s'attend. Alors moi, en partant du film, moi dans ma tête, Cheddar, il allait mourir. D'accord. Voilà, parce que si on a vu, pour le coup, parlons de films formatés, genre Esprit rebelle avec Michel Pfeiffer, où elle est prof dans une banlieue. Je l'ai vu. Alors, je vais peut-être faire un tout petit aparté pour dire que, comme le premier podcast, on va spoiler pour It's Smile. Et alors, on n'a rien dit encore de toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Mais voilà, on va spoiler tout le film. Si vous voulez voir le film, regardez-le avant, parce qu'en gros, on va vous spoiler tout le truc. Et comme le premier podcast, si d'aventure on spoilait d'autres films en parlant de celui-ci, on prévient aussi. De prévenir. Bon, alors, attention, je préviens, Esprit rebelle, du coup. Avec Michel Pfeiffer. Bon, en même temps, si je vous le spoil, celui-là, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, donc c'est peut-être pas très. Je l'ai vu il y a tellement longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment le schéma classique. La petite prof qui débarque, au début, c'est le souk dans sa classe, et puis elle arrive à faire un truc génial. Après, ils sont tous passionnés de littérature. Il y en a un qui meurt dans le film. Je m'en souviens. Exactement sur le même schéma. T'as aussi Hardball avec Keanu Reeves, qui est plus lié sur. Donc ça se passe dans les banlieues aussi, mais c'est avec du baseball. Spoil. Je spoil. Tu spoil. C'est un film très sympa, mais c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il y a un des gamins qui est mignon comme tout, qui va finir par mourir. On a un peu toujours ce schéma en tête. Ils sont dans les banlieues, donc forcément ils vont faire des conneries. Il y en a qui vont tomber dans les armes ou dans la drogue. Enfin, moi je m'attendais vraiment à ça, parce que je pense que pareil, et je soupçonne le réalisateur de jouer avec ça. De jouer avec ça. Il connaît ses attentes, à mon avis, et justement il les utilise pour mieux les retourner contre le public, à mon avis. Je suis assez d'accord avec ça. On y viendra quand les scènes en question seront là, mais moi je trouve que c'est intéressant aussi, parce que finalement ce film qui est assez comment dire, qui est assez c'est pas un film où on s'attend à avoir des grands retournements ou des grandes révélations, mais finalement il arrive à vraiment changer complètement nos attentes, en fait. Oui, et c'est déjà une qualité en soi, je trouve, parce que on n'aboutit pas du tout à ce à quoi on pourrait s'attendre. Non. Et c'est ça que je trouve génial, pour le coup. Je suis entièrement d'accord. Et aussi, une petite chose qui serait importante de préciser. En très peu de temps, en fait, on nous dit aussi que Rabbit est stressé. Il vient de quitter sa copine. Il se retrouve forcé de recommencer tout à zéro. Il a toutes ses freins, enfin tout ce qu'il possède, en fait, est dans un pauvre sac poubelle. Il n'a plus rien, quoi. Exactement. Donc ça aussi, c'est intéressant de le noter. C'est-à-dire que là, il est sur le point d'aller faire sa première battle de rap. Psychologiquement, il va pas bien. Il est psychologiquement à poil et démuni de. Et d'ailleurs, donc c'est sa copine, c'est Janine qui l'a largué. Il lui a fait cadeau de sa voiture parce que, soi-disant, elle était enceinte. Donc, on sent. Alors là, c'est pareil. On passe du mec Eminem qui est très controversé dans ses chansons, qui atomise sa copine de l'époque, Kim Scott. Et là, on passe à un mec qui se fait larguer, qui laisse sa voiture à sa copine parce qu'elle lui dit qu'elle est enceinte. Donc, qui est très empathique, très gentil, en mode un petit peu, tu vois. Comment dire, trop gentil, quoi, en fait, très très gentil, très bonne patte. Et d'ailleurs, ses potes sont un petit peu taquins avec lui parce que du coup ils lui disent tu vas faire quoi, tu vas redormir chez ta mère, donc il le dose un peu là-dessus. Et comme tu dis, il repart de zéro, quoi. J'ai plus de relations, j'ai plus de toit, j'ai plus de voiture, je suis à poil, allez, démerde-toi. Donc vraiment, il commence mal dans le film. Déjà, ça crée, c'est tout bête, mais ça crée une empathie, en fait, pour le perso, parce que tu te mets à sa place, tu te dis ok, tout lui tombe dessus d'un coup, super, c'est bon, il va aller où ce pauvre mec, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. De retour dans le club, nous sommes accueillis par une voix extrêmement agressive. Nous nous apprêtons à rencontrer l'antagoniste principal. Avant même de filmer son visage, le réalisateur choisit de faire un gros plan sur sa bouche.
De manière rythmée et saccadée, il défend son titre de champion en faisant des rimes brutales. Ses mots suffisent à anéantir son adversaire. La battle suivante oppose Rabbit à Lil Tic. Le match est rapide. Il n'y a pas d'hésitation possible quant à son issue. Submergé par le trac, intimidé par une foule hostile et antipathique, Rabbit reste muet. Hué par le public, il quitte la scène et perd sans même avoir ouvert la bouche. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, toute cette intro, elle est racontée dans la chanson du film Lose Yourself, qui a eu l'Oscar de la meilleure chanson en 2003. Oui, ça c'est dingue, ouais. Je crois que c'était la première fois qu'une chanson rap obtenait d'ailleurs. Exactement. Eminem est même pas allé à la cérémonie, en fait, il dormait au moment de l'annonce. Tout le monde croyait que c'était U2 qui allait avoir l'Oscar pour la BO de Gangs of New York. Ah, c'était la même année. Les souvenirs, c'est totalement... Ah oui, et c'est la même année. Tout le monde croyait que ça serait eux, en fait, et finalement, c'était Eminem. Et ce que je trouve génial, je sais pas... Moi, j'adore regarder la cérémonie des Oscars, en fait. Hein. Voilà, c'est un truc... Ouais, je peux être coupable, je m'en fous complètement. En fait, moi, le palmarès m'intéresse, mais j'avoue que, paradoxalement, tout ce qui est cérémonie autour du cinéma, ça m'emmerde, en fait. Bon, alors, moi, il y a deux raisons. J'adore les belles robes, mais je regarde surtout parce que les Américains sont des vrais showman ou showwoman, quoi. Et du coup, quand on regarde, il y a beaucoup de sketchs, beaucoup de choses autour des films qui me font beaucoup rire. Donc, tous les ans, je me fais la cérémonie des Oscars. Et en 2020, quelle ne fut pas ma surprise quand Eminem est venu sur scène pour chanter Lose Yourself. Oui, j'ai vu ça, j'ai dit et pourquoi en fait. Et en fait, c'est la première fois, je crois, depuis... Je me demande même si c'est pas la toute première fois de l'histoire, faudrait vérifier, que la chanson qui a obtenu le prix en fait en 2003, l'Oscar de la meilleure chanson, n'avait pas été chantée par l'interprète lors de la cérémonie. Ok. Donc en fait en 2020 il s'est plus ou moins rattrapé, il est venu chanter, il a eu une standing ovation. Hein. Ah ouais, même en 2020. Oui, j'ai vu passer vite fait l'info, mais j'avais pas été voir la vidéo. Mais elle est classée, j'ai regardé hier, hein, elle est classée dans le palmarès des 100 meilleures chansons de films par l'American Film Institute. Et elle est géniale, hein, cette chanson. Au niveau des paroles, elle est vraiment... Bon, déjà, elle est hyper entraînante, je pense que le rythme reste vraiment en tête. Moi, j'en sais quelque chose. Je fais apprendre le premier couplet à mes élèves de 4e. Hein, excellent. Voilà. Je suis prof d'anglais, hein, je le rappelle. Et donc, quand on fait on a une séquence en fait sur la poésie lors du Printemps des poètes. Donc j'ai sélectionné plusieurs poésies, mais j'ai aussi sélectionné le couplet parce que pour moi c'est aussi de la poésie au même titre qu'autre chose. Oui, non, mais oui. D'autant plus de ton statut de professeur, je le comprends que tu regardes peut-être plus ça aussi avec tes yeux. C'est important parce qu'il faut les intéresser aussi, hein, les élèves. Alors et je suis surprise du nombre d'élèves qui se lancent. Hein. Qui tentent le coup. Et après, ils vont le rapper. Et est-ce qu'ils connaissent Eminem? C'est ça que je voulais te demander. Oui, ils connaissent Eminem. Ils connaissent Eminem, ouais. D'accord. Il y a même certains élèves qui sont fans. D'accord. Il y en a encore quelques-uns. Je sais pas si aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, allez, on va peut-être pas leur faire écouter Eminem à 10 ans, mais entre 14 et 18 piges, est-ce qu'ils connaissent Eminem comme un objet de curiosité en mode alors attends, c'est ce mec qui a révolutionné le rap en 2000, ou est-ce que c'est plus vraiment il l'écoute parce que waouh, ce qu'il fait c'est bon. Il y a la grande majorité, c'est je connais Michael Jackson ou Madonna parce que ça fait partie du patrimoine culturel, voilà. Mais il y en a quelques-uns. J'ai pas mal d'élèves qui aiment le rap, hein, et le vrai rap, hein, pas de Jul. Hop là on se fait positionner. Non, je déteste Jul et non mais voilà, disons que du hip-hop de qualité. J'ai pas mal d'élèves qui aiment Tupac, qui aiment Dr. Dre, qui aiment des choses... Alors moi, personnellement, j'ai plus la fibre rock. Mon frère, par contre, adore le rap, donc j'ai été exposé au rap assez tôt. Parfois contre mon gré, je dois l'avouer. Mais il y a des choses quand même, il y a des bijoux, hein, dans le hip-hop et dans le rap de manière générale. Donc je suis bien contente finalement d'y avoir été exposée. Et je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui, encore aujourd'hui, en 4e, 3e, qui s'appelaient... Et ils se lancent et ils s'en sortent pas mal. En fait, j'utilise ça notamment pour l'intonation, parce que c'est très 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 prononcé. Il fait que des fluctuations, Eminem, changement de voix, changement de rythme, changement de... On s'en rend pas compte, et en fait, j'ai vu un reportage récemment sur lui. Quand tu t'intéresses un peu à comment il compose ses phrases, c'est assez bluffant. Tu te dis, c'est cadré, c'est technique, tu t'en rends pas forcément compte quand t'as pas cette culture-là, entre guillemets, cet aspect technique du rap. C'est juste cool à l'oreille, mais tu grattes pas plus, quoi. Et justement, en fait, l'anglais, l'intonation, c'est un des gros morceaux, hein, quand on enseigne l'anglais, parce qu'en français, on a une intonation quand même assez monocorde. En anglais, il y a des fluctuations tout le temps. Accent tonique et tout, si je dis pas de bêtises, bien placer l'accent. Il faut monter, il faut descendre. Enfin, ça monte et ça descend tout le temps au niveau de l'intonation, ce qui fait que c'est une langue assez musicale, hein, à mon oreille en tout cas. Et je
c'est quelque chose de très difficile à faire passer aux élèves. Ils l'entendent pas nécessairement. Et je trouve qu'en passant par du rap, eh bien ça passe beaucoup mieux. D'accord. Et on l'entend vraiment. Et c'est très facile de les faire travailler là-dessus, ce qu'on n'arriverait pas à faire avec une phrase lambda. J'imagine, ouais. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Faut juste pas passer certains titres d'Eminem. Faut bien choisir le titre que tu passes pour pas te faire censurer. Tout à fait. Et bien voilà, c'est pour ça que commence proprement. Donc... Voilà, elle commence proprement. Donc je me suis arrêtée sur le premier couplet et le refrain, et après on s'arrête. On est d'accord. Donc voilà, par rapport à cette première scène, on a donc Papa Doc qui défend son titre de champion au Shelter, donc au club Le Shelter, dans les combats de battle, ces combats en fait de rap finalement où en fait pour moi clairement le ring de boxe est remplacé par la scène et les points sont remplacés par les mots en fait, où tu dois atomiser ton adversaire avec les mots, avec un rap improvisé. Et c'est le premier film de l'acteur Anthony Mackie qui joue Papa Doc. Je me souvenais pas que c'était son tout premier rôle au cinéma, qu'on a vu depuis dans Détroit en 2017 de Catherine Bigelow, je sais pas si tu l'as vu, qui était vachement bien fait. On l'a aussi vu dans un film que moi je n'ai pas vu parce que c'est pas ma cam, Avengers Infinity War en 2018. Enfin, le mec a vraiment depuis grossi et en fait il a commencé dans Hitman, ce que je trouve assez dingue parce que je le trouve très bon. Il se débrouille très bien. Quoi. Et par rapport au Shelter, le club où il rappe dans le film, c'est ce qui est arrivé à Eminem quand il est arrivé à Détroit. Il a commencé à se produire au club Le Shelter, qui existait donc vraiment au même nom. C'est un club de Détroit qui était situé dans le sous-sol de la salle du St. Andrews Hall. Je sais pas si tu connais la salle de nom. Et les scènes qui se déroulent au Shelter ont été filmées dans un entrepôt vide, car le club actuel où il allait à l'époque est devenu trop beau, trop sophistiqué en fait. Donc il voulait quelque chose de plus, on va dire de plus, pas crade, mais plus ancré dans une réalité très crue. Tu peux dire crade. Un peu, voilà. Le club est vraiment... Mais c'est bien parce que ça replace tout de suite dans le contexte. Hein. On voit clairement qu'il n'y a pas de fioriture dans son monde. Hein. C'est... Tout est... Et puis il y a cette ambiance verdâtre, bleutée qui va perdurer tout le film. En fait, les couleurs sont très très froides, très... Il n'y a rien de chaleureux. Le film n'essaie pas de te séduire du tout. T'as le grain de la pellicule qui est très présent. J'adore les films tournés en pellicule. Je suis un vieux con à ce niveau-là. Je ne vais pas faire comme Christopher Nolan et Tarantino, ne jurez que par ça. Mais vraiment, je trouve que là, le grain de la pellicule apporte un cachet concret, cradingue un peu, qui fait que ça... ça fonctionne en fait, c'est sûr que... Et alors moi, donc une fois que j'ai eu fini de travailler sur le film, je suis allée voir quelques vidéos sur Internet. Donc là, j'ai vu une vidéo en anglais d'un YouTuber qui s'appelle John Antonio, que je ne connaissais pas, qui a donc fait une vidéo qui s'appelle Eminem, The Ultimate Underdog Story, où il explique en fait que le hip-hop, c'est un genre, ça on le savait, qui compte surtout des chanteurs black. Et là, clairement, selon lui, c'est un obstacle que Rabbit devra surmonter. C'est-à-dire que, littéralement, il peut rien y faire, quoi. Il est blanc, il peut pas se changer et devenir noir, quoi. D'accord. Donc, pour s'intégrer, il va falloir qu'il trouve un moyen de s'intégrer. Il peut pas changer la couleur de sa peau. Et en fait, c'est d'ailleurs là-dessus que l'attaque directement son adversaire, dès le départ. C'est sur sa couleur de peau direct. La facilité, en fait. Voilà, la facilité. Exactement. Donc, Rabbit, il est différent. D'ailleurs, c'est presque le seul blanc présent dans la salle, si on regarde. Quasiment, ouais. Et sa quête durant tout le film, ça sera trouver un moyen de se faire accepter et de se sentir pleinement intégré dans cette communauté. Donc voilà, c'est ce que ce YouTuber essayait de montrer, que je trouvais assez intéressant. C'était que vraiment, on part d'un schéma assez classique finalement là, du scénario, où on a un personnage qui a une faille et qui va devoir travailler pour atteindre son objectif. Ici, en fait, son objectif, c'est pas seulement de gagner une battle au Shelter, c'est de s'intégrer, en fait. D'arriver à comprendre qu'il est assez pour pouvoir s'intégrer dans ce monde-là. Carrément. Et que sa couleur de peau n'est pas un obstacle. Enfin, ça peut en être un, mais qu'il peut arriver à le contourner, qu'il peut arriver à s'intégrer malgré ça. Et je trouve aussi la façon dont c'est filmé très intéressante. Le côté caméra à l'épaule, hyper nerveuse. On dirait un documentaire, en fait. Complètement. Donc c'est hyper authentique. Ça donne vraiment cette impression d'authenticité que je trouve très, très intéressante. Et voilà, le fait que là, il n'arrive pas à parler... Muet, oui, il se trouve. Il reste muet, il est bloqué, quoi. Ouais. Le track. Et puis bon, la foule est un peu hostile, faut quand même. Ah oui, complètement. Tu sens que la foule est pas de son côté. Foule est pas de son côté dès le départ, et du coup, ça le bloque, quoi. Et ça, le fait on a même pas 10 minutes de film. Et déjà, c'est clair, là, premier obstacle, il n'arrive pas à parler. Eminem, quoi. Tu te dis, Eminem se montre comme ça dans un film. En plus, c'est ça qui était assez dingue. Dès le départ. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui va le hanter pendant tout le film. Oui. C'est le point
l'élément déclencheur qui va le hanter pendant tout le film. Les autres vont lui rappeler pendant tout le film. C'est vrai, très juste. Et c'est vraiment un tout petit... Enfin, ça paraît rien comme ça, mais c'est hyper bien fait, en fait. Un mec qui veut faire du rap, on lui fait remarquer qu'il est resté muet, en fait. Donc voilà. C'est juste l'attaquer sur le pire point possible, en fait. Et du coup, c'est... Pour le coup, alors, c'est ce que je disais, le film, il arrive à changer un peu nos attentes, mais... il y a quand même un schéma assez classique au niveau du scénario, du personnage qui va devoir travailler sur lui pour surpasser un petit peu ses limites. C'est presque une quête, en fait. Hein. C'est le personnage, c'est... je sais plus le terme exact, mais je n'ai plus le nom en tête. Ce schéma, en fait, qui fait que tu as un héros qui a une destinée, qui la refuse dans un premier temps, comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, comme plein de schémas, tu peux... il refuse la quête avant de l'accepter, et cette quête va l'emmener à une découverte de lui-même et de transgression, c'est exactement le même schéma, et il est employé dans une quantité de films, plus ou moins explicitement, qui est assez impressionnante. Mais j'y reviendrai à un moment plus tard dans le scénario, où vraiment c'est assez flagrant, en fait, que il y a certaines ficelles qui sont utilisées. On y reviendra à ce moment-là. J'ai pas mal de choses à rajouter de mon côté, si ça te va par rapport à cette scène. Donc voilà, même si Etma n'a pas de vocation autobiographique, comme on le disait, et c'est important de le rappeler, parce que beaucoup de gens ont pris au pied de la lettre, moi aussi à l'époque, que c'était sa vie. Pas du tout, c'est inspiré de sa vie dans les grandes lignes, mais... sa vie est même plus sordide en fait que le film. Clairement, je pense que ça aurait fait un film plus triste si on avait eu toute sa vie. Mais ça met quand même en lumière un monde qu'Eminem a bien connu quand il tentait de percer dans le rap. Donc je parlais des battles, voilà, c'est que dans les boîtes de Détroit, on se livrait à de féroces joutes musicales improvisées contre le meilleur rappeur des environs, qui te permettait après de gagner de concours en concours une espèce de renommée, on va dire, locale dans le rap. Et ces batailles verbales, en fait, c'est simplement... balancer des rimes le plus vite possible face à ton adversaire en l'attaquant, et à l'applaudimètre le vainqueur était désigné comme vainqueur du battle. Et tu parlais du premier battle contre Lil Tic, donc Rabbit qui est le surnom de Jimmy Smith dans le film. Faut savoir que le personnage de Future est inspiré de Proof, de son vrai nom Deshaun Dupree Holton, qui était le meilleur ami d'Eminem dans la vie et qui a joué exactement le rôle que Future joue en fait dans le film. D'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film, le personnage de Lil Tic est joué par Proof, qui est dans la vraie vie, qui est en fait dans la vraie vie le futur en fait d'Eminem finalement. D'accord. Et donc Lil Tic, c'est assez, alors ça c'est pour l'anecdote, il place en fait les initiales de Proof, P-R-O-O-F, dans son rap quand il dit, attention anglais, I'll punish Rabbit or obsolete future. Tu prends la première lettre de chaque mot, ça fait Proof. Je trouve ça marrant de le signaler. C'est excellent. Et en fait, Proof lui-même avait été choisi par les producteurs à l'origine pour jouer son propre rôle, pour jouer Future dans le film, mais qui est quasiment son propre rôle. Et en fait, il s'est pas présenté à l'audition. Donc Hanson a dit, bon, je veux quelqu'un, entre guillemets, de plus expérimenté, sous-entendu de plus pro, de plus fiable. Et ils ont casté, en fait, ils l'ont recasté pour le petit rôle de Lil Tic. Et en fait, je trouve ça bien parce que je trouve vraiment que l'acteur, alors c'est Mekhi Phifer si je prononce bien. Je crois que ça se prononce Mekhi Phifer. Mekhi Phifer, d'accord. C'est ça. Qui est un soutien presque paternel, comme je le disais pour Jimmy. Il croit en son potentiel, mais c'est presque une croyance digne de la foi. Mais d'ailleurs, c'est un personnage qui est assez religieux, on le voit. Et oui, je pense que ça vient du même endroit pour lui. Oui, c'est la foi. Il a la foi. Il le qualifie ouvertement de génie. Et Mekhi Phifer, je trouve qu'il a une aura, en fait, une telle alchimie avec Eminem à l'écran que c'était une évidence. Moi, j'aurais pas du tout vu Proof. Alors que tu vois Proof dans la vraie vie en interview avec Eminem, ils ont vraiment tu sens une espèce d'équilibre entre eux, comme dans le film avec l'acteur Mekhi Phifer. Mais là, je trouve que Phifer dans le film est excellent. Et d'ailleurs, c'est un acteur, j'ai appris ça, qui était très connu pour son rôle du docteur Gregory Pratt dans Urgence, que je n'ai jamais regardé, donc je sais pas si tu as suivi Urgence, mais apparemment c'est là-dedans qu'il s'est fait connaître. Très longtemps, mais ça remonte je à Urgence. ne me souviens pas. Et je trouve que cet acteur est excellent. Il crève l'écran. Mais il a un charisme incroyable. Vraiment. Il a vraiment beaucoup de charisme. Et c'est pour ça qu'ils ont très bien fait de le choisir, parce que clairement, Future est un leader. Oui. Il faut qu'on... Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce film, c'est que le personnage principal, c'est pas le leader. Non, c'est clair, c'est l'outsider, comme tu le disais tout à l'heure, c'est clairement. Et tu parlais de l'énergie des battles montrée en caméra épaule, c'est ça, j'aime bien ce côté gros plan sur la bouche. En fait, il les filme presque comme il filmerait des gants de boxe dans un film en fait de boxe, avec des regards défiants et contre-plongés sur les persos qui chantent pour les mettre un peu au-dessus de nous qui regardons le film. Tu vois que c'est leur terrain de jeu qui domine la situation en chantant. J'ai vraiment aimé ça, c'était super intéressant. La caméra ne fait que bouger, t'as cette espèce d'effervescence autour, c'est très très vivant quoi. Et puis sur le premier battle avec Lil Tic,
ce que tu disais, on l'attaque sur le fait que c'est un blanc au milieu d'une musique en théorie exclusivement noire. Quand t'as Lil Tic qui lui balance, t'es un touriste dans le milieu du hip-hop, que tu rappes en blanc, donc c'est clairement attaqué sur sa couleur de peau. Ce qui est assez simple au final, c'est le plus simple. Oui. Ils prennent pas de risque en fait. C'est comme attaquer quelqu'un sur son poids. Exactement. C'est trop facile. Quoi. Exactement. Et à l'inverse, ça serait pareil si on avait tout un public blanc avec une seule personne noire sur scène qui essaie de percer dans une musique dite ou considérée musique blanche et qu'on l'atomiserait là-dessus. C'est vraiment simple. Donc c'est là que tu vois que eux ils se rabaissent à un espèce d'attaque que lui ne ferait pas en fait en face. Lui il est là pour rapper. Eux ils sont quand même là pour tout de suite essayer de l'attaquer sur ce qu'il est et pas sur ce qu'il fait. Et ça je trouve que c'est assez dur pour lui quoi. Et puis voilà, comme tu dis, quand la foule le scande après, il part, il est triste. Et puis même Future a l'air très triste pour lui quand il le regarde. Je sais pas si t'avais autre chose à ajouter parce que moi j'en ai encore quelques-unes sur cette scène-là. C'est petite anecdote sur le tournage, c'est qu'au 3e jour du tournage au Shelter, en fait, le réal a remarqué une grosse baisse de motivation chez les figurants, que ça se faisait très long pour eux. Et je trouve énorme ce qu'il a fait. Il sait que Détroit est une ville où il y a encore beaucoup de gens qui rêvent de percer dans la musique, que ça peut être pour eux aussi un moyen de se sortir d'un quotidien pas toujours très simple. Et pour secouer l'ambiance, en fait, il a organisé sur le tournage un concours de battle où il a proposé à tous les figurants, il leur a dit on va tous vous caster, chacun aura 5 minutes pour nous faire un rap improvisé devant un jury. Et en fait, ils ont dit on va en garder 3, et les 3 qui seront conservés pourront improviser un rap devant Eminem lui-même dans une scène, qui sera, si ce n'est gardé au montage, gardé sur les bonus. Donc j'ai pu les voir sur les bonus du DVD, et c'est vraiment énorme, parce que tu vois, ils ont passé 140 volontaires, retenu 20, puis 4, puis 3 au final et tout. Et ils ont fait une seule prise par contre, pour les battles contre Eminem, pour respecter le planning de tournage. Oui. Et Eminem avait déjà 3 jours de battle dans les pattes, niveau tournage, donc Hanson lui a dit tu ne chantes pas, tu mimes, on s'en fout, on calera les paroles plus tard, mais tu mimes ton texte, tu préserves ta voix. Et en fait, il a été incapable, il s'est pris au jeu, il a commencé à répondre et tout, et à atomiser les mecs en face. Et du coup, ça a relancé vraiment c'est con, mais ça a boosté l'ambiance de tournage, et pour garder les figurants, parce que là, on parle peut-être de, 300 figurants quand même, 200 figurants. Et on se rend peut-être pas compte, mais sur un tournage, c'est 300 personnes à gérer, c'est 300 personnes impatientes à gérer, c'est 300 humains. Il faut qu'ils soient bien, qu'ils aient à boire, qu'ils aient à bouffer, qu'ils s'ennuient pas, qu'ils soient stimulés. Donc je trouve que c'est une super idée qu'ils ont eu là de faire ça. Ouais, c'est génial. Donc, et puis c'est bien dans le thème en plus, quoi. Complètement, ouais. Abattu, le dos courbé, les yeux rivés au sol, Rabbit rentre chez lui, ou plutôt chez sa mère. Nous apprenons qu'il vient de quitter sa copine et est donc forcé de retourner dans la maison familiale, du moins dans la caravane qui fait office de maison. Il entre discrètement et surprend sa mère en plein zébat. L'intimité n'existe pas dans ce type de logement. Aussi, Rabbit devra composer avec son nouveau beau-père, Greg, qui se trouve être l'un de ses anciens camarades de classe. Ce dernier affiche un mépris évident envers Rabbit et le provoque à la moindre occasion. Le ton monte, une dispute éclate, quand tout à coup, une petite fille paraît à l'écran. Sa blondeur, ses yeux candides, son visage apeuré, elle est l'incarnation même de l'innocence. Nous assistons ensuite à une scène très tendre. Rabbit recouche sa petite sœur en lui chantant une chanson de sa composition. Dans le marasme lugubre de sa vie, elle est clairement sa seule source de douceur. Ils l'ont bien choisie, je trouve, la petite fille. Elle est toute mignonne, elle est toute innocente, elle fait de la peine, quoi. Et alors, je trouve que la scène est peut-être un chouïa appuyée. Dans le genre, regardez, il est super gentil, il s'occupe de sa petite sœur. Bon, ça m'a pas choqué, mais après c'est... Alors, je sais, honnêtement, moi je fonctionne bien à ce genre de truc, hein, donc ça marche bien avec moi. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était peut-être un petit peu appuyé. Il vit dans une roulotte insalubre, ses vêtements sont dans un sac poubelle. Ouais. Il se fait agresser par l'autre Greg là, qui a son âge et qui se tape sa mère, c'est pas top, quoi. Ça met l'ambiance tout de suite. Ça voilà, on se dit ouais, quand même il a beaucoup de choses à porter, ce pauvre Jimmy. Et finalement, le plus intéressant, c'est que dans leur dispute, ce qui le fait basculer et perdre son calme, c'est pas quand il s'attaque à lui, c'est quand il s'attaque à ses potes. Ouais. Quand Greg commence à dire que ses copains ils sont nuls, qu'ils servent à rien, c'est là que Jimmy perd les pédales et commence à s'énerver vraiment. Surtout qu'on parle d'un mec qui glande, quoi. Greg est un touriste dans le film. En plus, donc, le gars, il a rien à envier aux autres, hein, clairement. Enfin, il est pareil, quoi. Moi, ça m'a choqué de voir la petite sœur. Parce que clairement, la mère, elle faisait ses petites affaires avec son copain, avec la gamine juste à côté dans la roulotte. Ambiance. Et en fait, en quelques secondes, on comprend que la mère, elle est en dessous de tout. Là, c'est pareil. Je trouve que
c'est bien fait parce qu'on nous présente des personnages de façon très très organique, hein, ça se fait tout seul, et en quelques secondes on a pigé qui était la mère, quoi. Oui. On a pigé que clairement elle veut un homme dans sa vie, peu importe l'homme, elle sacrifierait le bien-être de ses enfants et son bien-être personnel pour avoir un homme, clairement. Être mal accompagné que seul. Voilà, exactement. Et en fait, c'est pour cette raison que Rabbit, il a un poids supplémentaire sur ses épaules, c'est qu'il se sent responsable de sa sœur. Oui. Et que du coup, il est un peu obligé de la protéger. Alors moi, j'aimerais quand même revenir sur l'image de la femme dans ce film, parce que sa mère, hein, clairement, elle est instable émotionnellement. On voit que c'est compliqué. Un peu plus tard, la copine, enfin celle qui va faire office de love interest, hein, pour on en reparlera, Jimmy, je pense. Pas mal de trucs à dire dessus. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage. La question que j'ai, c'est qu'est-ce que Lily peut bien devenir dans un environnement pareil ? La petite sœur, qu'est-ce qu'elle peut devenir dans un environnement pareil ? Parce que, voilà. En fait, pour moi, c'est une question qui est centrale dans le film. C'est la question que je me pose dès qu'on arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qui est du domaine du contrôlable pour Rabbit ? Est-ce que c'est réellement possible pour lui de sortir de la merde, sachant que là, clairement, il est bien enfoncé dedans. Ouais, clairement. Il débute avec vraiment, disons que le package initial de sa vie est pas vraiment top. Ce qui est étrange, c'est que j'ai pas senti du pathos, en fait. Non, il y a pas de malgré pathos. tout ça, tu te dis pas, ouais, ok, c'est bon, c'est trop Non. là. Je sais pas comment ils ont dosé le truc, mais je me suis pas dit... Il perd sa copine, il perd sa voiture, machin, il se fait jarter du club, ah non, c'est trop d'entrée de jeu, ça passe, je sais pas. Non, ça passe bien. Parce que ses copains sont là pour lui, parce qu'on le sent pas complètement seul, en fait. Oui, c'est pas la victime esselée qui tout le monde met de côté au rebut, c'est peut-être ça. Oui, non, t'as raison. Mais vraiment, je pense que la question qui est intéressante ici, c'est qu'est-ce qui découle de ses actions et qu'est-ce qui découle de sa situation de départ. C'est-à-dire, il est dans la merde. Qu'est-ce qu'il peut contrôler, quoi ? Qu'est-ce qui est... Quand on part avec une situation de départ aussi pourrie, est-ce que vraiment c'est possible de s'en sortir ? Oui, non, c'est clair. Et qu'est-ce qui... Voilà, mais ça, c'est une question, je veux dire, qui est universelle. Hein. C'est quelque chose de vraiment intéressant. On va pas repartir sur la lutte des classes et ce genre de choses, mais je pense que ça, c'est assez bien fait dans le film. C'est-à-dire qu'on voit la situation dans laquelle il est, et en tant que public, on est amené à se dire, ok, mais comment tu vas faire ? Oui, et c'est même ce qui est intéressant, justement, c'est de se dire... Alors, je sais que ma mère n'aime pas le rap, mon père est plus ouvert à ça, mais j'ai réussi un soir, parce que j'adore mater les films avec mes parents, on le fait moins maintenant, je leur ai dit, je vous montre 8 Mile avec Eminem. Donc déjà, ça parle de quoi ? C'est sur un rappeur. Ouais, déjà... Ils ont eu un a priori, clairement, non, c'est pas un truc qui nous intéresse. Et en fait, tout de suite, ma mère, c'est pas du tout un domaine qui la branche. Tout de suite, en fait, j'ai remarqué que ce qui l'a happé, c'est justement d'entrée, elle s'est dit ah mais en fait, c'est un mec qui galère là. Ouais. Et tout de suite, ça crée une empathie avec le spectateur. Et je pense que c'est ce qui a accroché aussi les gens qui étaient extérieurs à ça. C'est qu'ils se sont dit ah d'accord, c'est pas on débarque pas avec un mec qui a le fusil sur l'épaule, qui va tout défoncer. Le rap, on nous montre pas une image violente du rap, c'est plus un mec qui rame quoi. Et puis le rap, c'est extrêmement positif dans sa vie. C'est une des seules choses très positives dans sa vie parce que c'est un des seuls moyens de s'en sortir. Ouais. Et même sans parler de s'en sortir financièrement, mais de sortir la tête de ça en fait, d'avoir une passion, d'avoir autre chose pour. Il en a besoin. Il en a besoin quoi pour souffler en fait, psychologiquement, parce que c'est impossible. Et je voulais revenir sur sa mère. Oui. Donc tout de suite la relation compliquée entre eux est mise en jeu. C'est pareil, c'est assez subtil quand même. T'as pas besoin de beaucoup de dialogue pour te rendre compte d'espèces d'électricité qu'il y a en eux. Et ça va me faire forcément. Je vais établir quelques ponts avec tu le feras peut-être aussi avec sa vraie vie. La mère d'Eminem, donc Debbie Matters-Briggs, a toujours une relation très conflictuelle et compliquée avec lui. La grand-mère d'Eminem, donc qui s'appelle Betty Cressine, a même qualifié sa fille de très lunatique et c'était très fréquent que dans la vraie vie elle le mette à la porte pour un oui ou un non avec un espèce de changement d'humeur radical du matin au soir. Donc c'est tout ce qu'on voit, le fait qu'il se fasse foutre dehors des fois pour un oui ou un non, c'est totalement réaliste. Je trouve à titre perso que leur relation dans la vraie vie est encore plus trash que dans le film. Ah ouais. Un exemple, en 93 par exemple, il y a l'oncle d'Eminem, Ronnie, qui se suicide, à savoir que son oncle en fait avait quasiment le même âge que lui, puisque la sœur de sa mère en fait l'a eu tardivement, on va dire, donc en fait Ronnie avait le même âge que lui, donc c'était plus deux frères en fait qu'un oncle et son neveu. Il s'est malheureusement suicidé, il était très jeune, et sa mère lui aurait fait croire que Ronnie a tenté de l'appeler avant de passer à l'acte et que c'est un peu de sa faute en fait s'il s'en est pas sorti, parce que s'il avait décroché, s'il avait été là pour lui, son oncle ne serait pas suicidé.
Et elle lui a laissé croire ça très longtemps en fait. Et jusqu'à bien plus tard, il a appris la vérité là-dessus. Donc ça se pose là en termes d'équilibre, je pense, psychologique c'est très violent, pour ton fils, tu vois. Et dans le film, en fait, ça peut quand même être traduit par la culpabilité que la mère tente souvent de lui faire ressentir. Mm-hmm. Dans le film, il n'y a pas un moment où quelqu'un de sa famille se suicide et qu'elle lui met sur les bras, mais il y a en permanence cette espèce de, tu vois, ne gâche pas ma vie, t'as pas le droit de gâcher ma vie, tout ça et tout. Et dans ses chansons, Eminem, donc, que ce soit Cleaning Out My Closet ou My Mom notamment, il accuse aussi sa mère de l'avoir drogué avec des psychotropes, parce qu'apparemment c'était une camé au cachet, quoi. Elle prenait cacheton sur cacheton, et il l'accuse littéralement de lui avoir filé des cachets des fois, alors qu'il aurait jamais dû en prendre, pour te montrer un petit peu c'était bien plus glauque, je trouve, en vrai. Mais ils ont eu raison de pas partir aussi loin, parce que il n'y a pas besoin en fait dans le film, à la limite. D'une, il n'y a pas besoin, et puis on aurait vu ça, on aurait dit non, mais là ils en font trop. C'est trop, ouais, on aurait dit c'est too much, ouais. Alors que finalement, c'est sans doute la réalité, hein. Exactement. Mais... Et... Ouais. Donc ils ont bien fait d'aller un peu moins loin que ça, finalement. Exactement. Et tu vois, sa mère ne réagit même pas quand Greg, qui est entre guillemets un étranger, taille son fils devant elle. Alors que, comme tu dis, Jimmy garde son calme. Et on est loin, encore une fois, de l'image subversive d'Eminem. On pourrait se dire quelqu'un le branche, il va lui dire fuck you, le défoncer et tout. Et là, comme tu dis, il craque uniquement quand on s'attaque à sa bande, en fait. Ses amis, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Greg est joué par Michael Shannon, qu'on a vu récemment, je sais pas si tu l'as vu, La forme de l'eau, de Guillermo del Toro. Et c'est pareil, c'est un mec, je crois que c'est... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, il faudra me corriger, mais c'était un de ses premiers films, quoi. C'était un peu au début où ce mec a une vraie présence. Et quand j'ai revu 8 Mile, je dis, mais il y a Michael Shannon dedans, je me rappelais même pas, quoi. C'était... Il joue bien, parce qu'en fait, il a pas un gros rôle, hein, non. Mais... ouais, on a bien envie de le taper. Oui, voilà, il joue bien l'antipathique de base. C'est tout à fait le but recherché. Non, il joue très bien. Ouais. Et j'ai bien aimé le fait que Jimmy se calme quand il voit sa petite sœur, sa petite sœur Lily, jouée par Chloé Greenfield sur le porche. Tout de suite, il se stoppe. Il met même sa pudeur de côté par rapport à Greg. Il prend une voix toute douce, rassurante. Et faut savoir que dans la vraie vie, Marshall avait un petit frère qui s'appelle Nathan. Je sais pas si tu le sais. Mm-hmm. On peut finalement comprendre que Nathan, c'est Lily en fait dans le film. Je pense quand même que la relation de Jimmy Lily est aussi plutôt basée sur sa relation avec sa propre fille, Hailey, qu'il a eu en 95, et clairement avec qui il a eu des années de galère. C'est-à-dire que il y a même un moment donné que sa femme, ils ont été revivre chez sa mère. Donc tu vois, on peut voir un peu le parallèle avec le film. Et cette envie de la sortir d'un quotidien morose un peu, tu vois, il a vraiment vécu dans un mobil-home chez sa mère avec sa fille. Donc je pense que c'est clairement, on peut voir en Lily à la fois sa fille, à la fois son petit frère, parce qu'il avait un peu les deux rôles, quoi. Et le côté en fait sensible du personnage est vraiment monté à travers le jeu d'Eminem, la fragilité qu'il montre. Encore une fois, moi c'est ce qui m'a le plus choqué, hein. La première fois que j'ai vu le film. Et sa mère, encore une fois, elle le sermonne sur son attitude envers Greg, en mode ne me gâche pas ma relation, machin, une culpabilisation omniprésente. Et puis elle est très très égoïste, la mère, en fait. Mais je pense que elle a des soucis psychologiques. Oui. Hein. Elle n'est pas capable de comprendre que. Oui, c'est quelqu'un de malade, je pense. Donc, voilà. Chose qu'Eminem a compris plus tard, d'ailleurs, mais dans la vraie vie. Mais je pense que elle n'est pas capable de comprendre que là, ses besoins à elle sont en train d'entraver l'éducation de sa fille, le bien-être de ses enfants, quoi. Complètement. Mais bon, malheureusement, ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans la vraie vie, je pense. C'est vrai. Dans le monde de Rabbit, une bonne nouvelle cache toujours une déception. Sa mère lui offre une voiture qui s'avère être un cadeau empoisonné. Elle ne démarre pas, il est en retard au travail et doit prendre un bus. C'est à cet instant que nous rencontrons Wink. Autoproclamé dénicheur de talent, il veut l'aider à faire décoller sa carrière. D'abord sur ses gardes, Rabbit semble se laisser convaincre par son ami. C'est lors de son trajet en bus que nous comprenons pourquoi il a envie d'y croire. Nous découvrons la ville à travers ses yeux et ses oreilles. Il met ses écouteurs, un sample de rap arrive progressivement, jusqu'à entendre la voix d'Eminem par petites bribes, quelques mots épars, comme si nous avions accès à ses pensées. Il griffonne des paroles sur un morceau de papier chiffonné. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour échapper à son environnement. À travers la vitre, nous avons un aperçu de la ville de Détroit. Maisons abandonnées, usines désaffectées, bâtiments insalubres et tagués. Tout n'est que béton, grisaille et pauvreté. C'est là, je sais pas si tu vois qui c'est, l'acteur Giovanni Ribisi, si ça te parle. C'est lui qui devait jouer Wink au départ, en fait. C'est un acteur qu'on a vu notamment dans complètement. C'est le petit frère de Phoebe dans Friends pour les fans. Alors, je suis pas un pro de Friends comme toi, mais j'allais dire que c'était le sergent Irvin Wade dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. C'est un de ses rôles qui m'a le plus marqué.
Et en fait, clairement, il a été écarté pour des considérations d'argent, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Donc, il demandait peut-être à être trop payé pour l'interpréter. Et donc, le rôle a échu à Eugene Bird, que je trouve excellent dans le rôle. Oui, en il fait. est très bon, ouais. Je le trouve très bon. Derrière eux, d'ailleurs, quand ils marchent, on voit le panneau 8 Mile Road, derrière Jimmy et Wink, qui fait justement référence au titre du film. Et c'est d'ailleurs aussi le titre d'un des morceaux présents sur la BO du film. La chanson qu'on entend à ce moment-là, d'ailleurs, voilà. dans le bus. Ah, très juste. Je crois que... Oui, très juste, c'est ça. C'est très juste. Et avant le bus, en fait, je voulais faire un petit aparté sur Détroit, sur 8 Mile, parce que c'est quand même le titre du film. Et même moi, à l'époque, je m'étais pas trop intéressé sur pourquoi 8 Mile, c'est quoi le... Tu vois, dans ma tête, je comprenais pas. Je vais prendre un peu mes notes. C'est une frontière imaginaire entre la ville de Détroit et la banlieue, entre le territoire des personnes blanches et celui des personnes noires. Littéralement, c'est une limite de ségrégation, quoi. Une espèce de frontière. Et c'est une démarcation qui représente aussi un obstacle dans le film psychologique pour Jimmy, qui est de percer dans le rap de l'autre côté d'8 Mile. C'est aussi, d'après le réal, une espèce de limite métaphorique à franchir qui nous définit tous. Grosso merdo, on a tous notre 8 Mile à franchir, notre espèce de ligne psychologique pour aller vers des choses meilleures. Et dans la vie réelle, Eminem a grandi sur 8 Mile, côté Détroit. Donc dans le monde du hip-hop, le côté ville est considéré comme ce qui est authentique. Et ce qui ne l'est pas, c'est ce qui est côté banlieue, un petit peu banlieue pavillonnaire, qui sont un peu extraits de la ville, voilà, un peu plus bourgeoise. Et d'ailleurs, il a déjà eu l'occasion de tourner sur 8 Mile pour le clip de Why I Am. Je sais pas si tu l'as vu, Eminem. Donc, plus. Ça date en même temps, c'est pas tout récent. Donc je te laisser en parler un petit peu aussi avant de parler de le passage dans le bus. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que Wink, quand il arrive, il lui dit You're back home ou quelque chose comme ça, t'es de retour à la maison. Ouais. Et Eminem direct This ain't my home, c'est pas chez moi ici. Hein. Il renie en bloc son histoire familiale, le quartier de son enfance. Non, c'est pas chez moi, quoi. Je ne vis pas là. Là c'est temporaire, c'est pas chez moi. Et vraiment, la ville, elle est déprimante, quoi. Ouais, carrément. La dernière image de la ville qu'on voit dans le bus, hein, c'est un ancien club de golf et un resto désaffecté. Donc ça veut dire que même les loisirs, ils n'ont pas survécu. Il n'y a plus rien d'agréable dans cette ville. Et donc la chanson qu'on entend en fond sonore, donc c'est 8 Mile d'Eminem. Et ici, on entend que la fin des phrases. Mais bon, par curiosité, je suis allée l'écouter. Elle est très chouette d'ailleurs, cette chanson, je vous la conseille. Elle est beaucoup plus développée, assez longue. Les chansons de rap et d'Eminem en général sont très très J'imagine longues. Même pas ses notes. Il y a beaucoup de mots, quoi. C'est vraiment très, c'est très une long. nouvelle écrite à chaque fois pour chaque chanson. Mais oui, mais c'est très chouette parce que c'est presque narratif en fait. Ah oui, complètement. Et donc elle raconte grosso modo l'histoire du film en fait. Et je trouve que le fait que ce soit un sample comme ça qui tourne en boucle. Clairement. Ça accentue un peu cette idée d'emprisonnement. Il peut pas sortir de cette ville en fait, quoi. J'avais pas vu ça comme ça du tout. Moi vraiment le fait que ça tourne en boucle comme ça, et il y a certaines paroles qui reviennent comme un leitmotiv, 8 Mile Road notamment, hein. 8 Mile Road, et donc le lieu où il vit, hein, comme tu l'as expliqué, ça donne vraiment cette impression que voilà, il est bloqué ici, quoi. Il en sortira pas. Et donc je me suis amusée à traduire alors rapidement, cool. Hein, sans les rimes. Je me suis pas lancée sur les rimes, mais on y reviendra sur les traductions des rimes d'ailleurs, un peu plus tard. Donc le refrain, ça donne grosso modo ça: je suis un homme, je vais échafauder un nouveau plan. Il est temps pour moi de me relever et de découvrir de nouvelles contrées. Il est temps pour moi de prendre les choses en main. Une fois que je serai loin d'ici, je ne regarderai jamais en arrière. 8 Mile Road. Okay. Voilà, donc je pense que ça résume assez bien la volonté du personnage là aussi. Et c'est intéressant que dans cette partie-là, on n'entende que des bribes. Oui. On n'entend que la fin des phrases. Vraiment, on voit qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il va écrire. Et c'est très bien fait, je trouve. Et justement, t'as dû être déçu du coup si tu t'attendais à avoir un concert. Ah oui, moi quand je l'ai vu au ciné, tu t'attendais à un truc commercial qui allait te balancer toute la BO du film, voilà. Du Eminem quoi, en bloc. Et là, je trouve ça intéressant ce qu'ils font avec la BO justement, parce que ils vont le faire un peu plus tard avec Lose Yourself, hein, mais ils utilisent un petit bout de la musique, un petit bout des paroles, ils nous les balancent comme ça. Exactement. C'est work in progress un petit peu, quoi. C'est intéressant, je trouve. J'allais en parler par rapport au bus, donc que le fait que la musique soit intradiégétique, donc c'est un thème barbare, je sais pas si tu connais, pour le fait que la musique est inclue dans le film et qu'on l'entend au même titre que le personnage du film l'entend. Et c'est super intéressant que des paroles soient manquantes parce que du coup, la musique donc, est vraiment incluse dans ce que le personnage entend
comme si il s'imaginait en fait les paroles qu'il est en train d'écrire. Donc comme tu le dis, c'est normal que les paroles manquent parce qu'il est en train de les écrire littéralement, il est en train de les griffonner. On a accès à son cerveau en quelque sorte. C'est super intéressant, c'est tout bête comme procédé de mise en scène, mais du coup tu dis mais oui, il manque des bouts parce qu'il est en train d'écrire des bouts sur papier, donc il réfléchit sur un sample à ce qui lui vient. Et à savoir que les bouts, donc les brouillons qu'il a dans le film qu'on voit, c'est les brouillons en fait de Lose Yourself qu'il est en train d'écrire. Je pense que tu l'avais appris aussi, qu'il écrivait sur le tournage, en parallèle du tournage pour la BO du film à venir, qui ont été vendus d'ailleurs pour la modique somme de $10,000 sur eBay. Je sais pas si tu l'as vu, mais je trouve mais je trouve que c'est pas cher, $10,000 pour. Oui, c'est pas si cher ça. Parce que Eminem était chargé d'écrire ses paroles pour les battles du film, en même temps que rédiger la BO, et il faisait ça, d'après ce que j'ai trouvé, sur son moment libre dans la caravane pendant le tournage. Donc le rythme était absolument magistral apparemment pour lui niveau fatigue. Et d'ailleurs, petit aparté sur les battles, ça lui arrivait en fait, pour décontenancer volontairement l'acteur d'en face, de des fois modifier son rap battle qu'il faisait en battle pour voir comment l'autre s'adaptait et tout. Donc c'est vicieux, mais je trouve ça intéressant. Le mec, génial. Même dans le tournage, a la capacité de modifier un truc et de s'adapter, quoi. Et si je peux faire un petit aparté sur le style d'Eminem, vu qu'on est sur un passage où il écrit, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec lui, auquel cas je vous inviterai à aller l'écouter. Mais en fait, c'est ça. Il a un côté très technique que même moi je ne saurais pas détailler parce que je ne suis pas je suis pas expert en comment te musique, dire que musique est bien écrite. Mais de ce que j'en ai compris, finalement, c'est sa capacité à créer un nombre de rimes au sein d'un même vers qui est assez prodigieuse, et même en faisant rimer des mots qui rimeraient pas forcément ensemble. Là où d'autres rappeurs vont essayer d'utiliser des mots qui finissent pareil, lui, il va des fois adapter des mots pour que la sonorité te rappelle celle du mot précédent. Et à l'oreille, ça marche parfaitement. Enfin, tu prends Lose Yourself, c'est un exemple... je pense à la première phrase que je vais bien me garder de prononcer, mais t'as le même mot qui se répète 3 fois de suite, enfin la même sonorité, ça donne une espèce de répétition, d'une harmonie à l'oreille qui est absolument parfaite. Et il fait donc rimer le plus de syllabes possible dans un vers, et il associe des mots aux sonorités semblables, c'est ce que je viens de dire plus ou moins, qui donne la sensation que les mots y riment, alors que c'est pas forcément vrai à chaque fois, quoi. Ça marche d'enfer. Et c'est quand même un mec qui a lu le dictionnaire. Il affirme avoir lu le dictionnaire pour avoir le plus de mots possible à sa dispo. Il a dit, moi, mon but, c'était d'avoir un catalogue dans ma tête, dans lequel je vais piocher pour que les mots soient à ma disposition, quoi, que je sois pas esclave de mon manque de vocabulaire. Mais c'est une prouesse, les battles comme ça. Enfin, je sais pas si... Moi, j'adore comme ça inventer des chansons vite fait. Et franchement, mais c'est hyper dur. C'est quelque chose de très, 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 très difficile. Moi, j'ai déjà fait une heure et demie de rime une fois que j'avais 4 grammes à une soirée. Mes potes sont devenus dingues. Tu as dû te trouver excellent. J'ai dû me trouver excellent. Eux, ils m'ont dit, c'est simple, ou tu te tais ou on te fout dehors. S'il y en a qui écoutent ce podcast, ils vont être morts de rire, parce que je sais qu'il y en a qui l'écouteront. Mais oui, c'était pour faire une petite blague. Mais ouais, non, c'est ultra chaud. C'est très difficile. C'est-à-dire que là, en plus, ce qui est très difficile dans une battle, c'est qu'il va falloir trouver des choses à dire sur son adversaire, arriver à le désarçonner quand même, tout en rimant, tout en gardant un rythme. Non, ça demande une rapidité d'exécution. Je sais pas comment il fonctionne, mais c'est impressionnant. Et tu parlais de la ville, l'aspect de la ville, donc c'est clairement, on a un très beau panoramique en vue subjective pour Jimmy. Pour le réalisateur, en fait, c'est vraiment le mot authenticité qui représente son film. Je vais littéralement le citer. Je voulais que le film dégage une impression de réalité, de naturel quasi documentaire. J'ai pris un énorme plaisir à explorer cet univers et j'ai voulu que le spectateur fasse partie de ce voyage. Et du coup, pour tourner à Détroit, ça fut pas de tout repos pour l'équipe parce que déjà, ils ont tourné l'hiver, donc déjà que c'est pas une ville très avenante, je pense que l'hiver, c'est encore pire. Mais par contre, ça n'a pas gâché le plaisir de Curtis Hanson de fréquenter cette ville, qui qualifie de ville américaine pleine de paradoxes, comme il l'explique. Détroit fut pour beaucoup d'entre nous une révélation. Partout, on découvre des traces du passé de cette ville, jadis si riche de promesses et qui semble aujourd'hui ne plus avoir rien à offrir. C'est un décor idéal, tant sur le plan visuel que thématique. Et je trouve que c'est vrai, vraiment, Mais c'est très bien dit parce que... En fait, alors j'ai un peu potassé sur Détroit, du coup. Je l'ai fait un peu aussi, peut-être que j'y viendrai plus tard, mais je te laisse faire. C'est une ville qui est connue pour ses usines de voitures. Il se trouve que Rabbit y travaille, en l'occurrence, qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, à la base, c'était surnommé Motor City, donc c'était une mégalopole, de l'Amérique industrielle, berceau des Big Three, donc Ford, General Motors et Chrysler. Très juste. Donc toutes les usines étaient là-bas. Et c'est en ça qu'il dit c'est une ville pleine de promesses à l'époque. Parce qu'en fait, c'était une ville où il y avait un plein emploi, quoi. C'était vraiment, ça embauchait à pleine porte. La crise de 2007 a mis le pays à genoux.
les ventes ont chuté, les usines ont fermé, la population a sombré dans la pauvreté. Et donc, le taux de criminalité a grimpé en flèche. Donc, ça, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de franceinfo.fr qui date de 2013. Donc je vais citer, étendard de l'automobile triomphante au début du XXe siècle, Détroit est devenu, au fil d'une longue agonie, une ville criblée de dettes, désertée et minée par la criminalité. La faillite de Détroit reflète la déliquescence de l'industrie automobile qui a fait la gloire et la richesse de la ville autrefois. Berceau des Big Three, la ville a lié son destin à celui de la voiture. Les premiers signes de déclin sont apparus dans les années 50, puis se sont accélérés à coups de crises successives. La moitié de la population est au chômage, la criminalité est en constante hausse. Donc ça, c'était en 2013. La ville a déclaré faillite en 2018. J'ai appris ça, j'ai halluciné, ouais. C'est énorme, quoi. Donc voilà, l'administration Obama a dû gérer ça. Alors, après, la chose la plus récente que j'ai réussi à trouver Je suis désolé, je me permets de t'interrompre. 2018, Obama, c'était pas déjà notre ami Trump qui était au pouvoir ? 18. Je me permets, juste pour t'arrêter. Tu as peut-être raison. Je crois que c'est ça. Et donc, t'as raison. Donc c'est Trump qui a dû gérer ça. Bah, ça a dû être très bien géré. Allez, non, on va pas parler en politique, mais... Voilà, bon, Trump, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais oui, il me semble... Oui, je crois que c'est... Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est pas 2016, Trump, il me semble. Un an avant nous, en fait, avant que nous, ça change. Non, c'est plus tard, je crois. J'aurais juré que c'était 2016. Non, tu as peut-être raison. Qu'il était en bataille contre Hillary Clinton. Excuse-moi, je t'ai arrêté du coup, mais je voulais... Non, mais je me suis permis de te corriger. Et donc, en fait, l'article le plus récent que j'ai réussi à trouver sur la ville de Détroit, sur ce qu'elle est devenue, date de 2019. Alors, je sais pas ce que le Covid a fait, du coup, parce que, à mon avis, ça a pas dû aider. Mais donc, en 2019, il y avait un article assez optimiste du Parisien qui disait que la ville renaissait de ses cendres, en fait, parce qu'il fabriquait des véhicules électriques. C'était mis à fabriquer de l'électrique. Donc, le tourisme a été relancé aussi, notamment autour des anciennes usines Ford converties en musées. Et aussi le fait que la ville mise beaucoup sur son passé musical, donc notamment le rap, mais il y a aussi Motown qui vient de Détroit. Très juste. Moi, j'adore le label Motown, c'est vraiment... et donc, je sais que du côté des anglophones, les Américains et les Britanniques aussi, donc Motown, pour resituer, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est les Jackson 5, c'est Stevie Wonder, enfin les débuts de Stevie Wonder. Donc c'est le label sur lequel ils ont été produits, en fait. Voilà, j'ai pas autant de culture musicale que toi sur ce coup, mais j'ai trouvé quelques infos. Tout à fait, c'est le label sur lequel ils ont été produits, donc les Supremes, enfin voilà, tous ces groupes, les Temptations, voilà, qui ont un petit peu donné naissance à ce qu'aujourd'hui on appelle le R&B, c'était un peu les racines. Et donc voilà, ils misent beaucoup là-dessus, et c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup tout ce qui a été produit sur le label Motown. Donc si un jour j'allais à Détroit, je pense qu'effectivement qui d'ailleurs en fait a suscité une espèce de regain de la ville à l'époque, si je dis pas de bêtises, quand ils ont produit plein de perles, plein de tubes, et du coup ça... je retrouve plus mes notes, mais j'ai dû le marquer quelque part, que malheureusement il y a un moment donné où ils se sont délocalisés, en fait ils se sont barrés de Détroit, ce label-là, ce qui fait que ça... le label, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui, D'accord. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que le label n'existe plus aujourd'hui. Ils ont vraiment connu leur essor dans les années 70, enfin 60-70 par là, quoi. Donc oui, c'est aujourd'hui, ça... Et c'est vrai que j'y serais venu plus tard sur Détroit, mais du coup vu que t'en as parlé, je crois que t'as très bien résumé tout ce que je comptais aborder aussi, et effectivement, à partir de 1950, on a la population blanche qui diminue, tandis que la population noire, très pauvre du Sud, y immigre, d'une part pour des meilleures conditions de vie, d'autre part, en fait, pour aussi fuir un Sud qui est encore très, très raciste. Très ségrégationniste. Voilà. J'y viendrai aussi sur une des scènes un peu plus tard, je pense que tu vois à laquelle je fais référence. Je pense que je vois là, exactement. Voilà, par rapport à la ségrégation. Mais effectivement, oui, je pense que c'est une ville assez représentative de la lutte des classes et des races aux États-Unis. Thématiquement, elle était parfaite pour le film, je pense, c'est bien ce qu'il a dit, comme le disait Hanson, en fait. Tout à fait. Et c'est, comme tu disais, à partir de 60, la situation économique se dégrade. J'ai retrouvé ma note, c'est sur le plan musical, on a Berry Gordy et Smokey Robinson, deux Afro-Américains de Détroit qui fondent le Motown, comme tu l'as dit, contraction de Motor Town, référence au fait que la ville était une ville axée sur la construction de la voiture. Et voilà, il déménage à Los Angeles en 72, et c'est vraiment la fin d'un histoire pour Détroit. Et je sais pas si t'en aurais parlé en 67, les violentes émeutes qu'on a eues à Détroit. J'en aurais pas parlé de ça. Très violentes émeutes qui sont parmi les plus sanglantes des histoires de l'Amérique quand même. La réputation de la ville s'en trouve forcément affectée. La population blanche, du coup, quitte un peu la ville massivement et migre vers les fameuses banlieues plus
plus riche et plus bourgeoise de la ville. En 80, les Afro-Américains constituent la majorité de la population et c'est à peu près dans ce contexte qu'Eminem y arrive à l'âge de 12 ans en 84. Donc ça colle avec l'ambiance du film. Et après, je vais me répéter par rapport à ce que tu as dit, mais voilà, la ville serait aujourd'hui en banqueroute. Et un tiers de sa superficie serait en friche, ce qui représente, pour visualiser, la ville de Paris en friche, à peu près. Je te laisse imaginer ce que c'est. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup d'initiatives pour relancer la ville et pour arriver à faire quelque chose de positif. Ouais. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans le film Demain de Cyril Dion et de Mélanie... Pas Mélanie Thierry, c'est l'autre. Mélanie Laurent. Oui, Mélanie Laurent. Donc, qui a un reportage sur un petit peu les initiatives qu'on peut avoir par rapport au réchauffement climatique et au monde dans lequel il est, en fait, pour arriver à faire un monde meilleur, que je recommande. C'est un reportage très intéressant. Il me semble qu'il y a une partie qui est tournée dans la ville de Détroit. D'accord. Il faudrait vérifier, mais j'en suis quasi sûre, où en fait on voyait qu'ils essayaient de créer à partir de ces friches, ils essayaient de créer un peu des jardins où tout le monde pouvait venir cultiver ou des choses comme ça pour redynamiser un petit peu. Une grosse connerie, mais je crois me rappeler. Faudrait que je vérifie ça. Je sais pas si Eminem a pas créé. Je sais pas s'il n'y a pas une Marshall Mathers Foundation où il vient en aide à des gens en galère à Détroit, en fait, mais à vérifier. Je suis presque sûr d'avoir lu ça, parce que le mec, tu parles de 8 Mile Road quand il dit que je partirai d'ici et je me retournerai pas, il se retourne en fait. Eminem, clairement, il aime encore faire des concerts dans cette ville, il défend sa ville et il sait à quel point ça a été dur de s'en sortir, donc je pense qu'il y a toujours une humilité. Je sais qu'il se rend encore sur place des fois dans le restaurant où il travaille avant. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je sais pas, mais il y a des gens qui témoignent. Il vient encore, il passe encore, il reste très simple. Il se rappelle très bien d'où il vient, quoi. C'est pas le mec qui s'est barré, qui s'en fout. Mais le fait qu'il fasse ce film, de toute façon, c'est clairement une preuve en soi. On est d'accord. Et par rapport au style en fait visuel du film, je voulais faire aussi un petit aparté sur le directeur de la photo qui s'appelle Rodrigo Prieto. Forcément, je vais un peu plus creuser l'aspect technique, j'aime bien, qui est le directeur de la photo, et il a aimé en fait tourner un film urbain et très réaliste. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, cette espèce de couleur un peu verdâtre du film, il faut savoir qu'il s'est inspiré en fait d'une fresque qui décrit l'industrie automobile américaine de Détroit, qui se trouve sur les murs de l'Institut des Arts de Détroit. Et en fait, les couleurs de cette fresque sont tous dans les bleus cyan avec des nuances de vert en fait qui ressortent un peu à cause des éclairages des lieux. Et il a tenté dans le film en fait d'obtenir cette lumière un peu crasseuse dans les cyans verts en testant des éclairages fluo volontairement pas corrigés pour que ça fasse un peu une espèce de vert un peu cradingue. Tu te dis c'est quoi cette photo, quoi. Et donc je vais y arriver. Rodrigo Prieto, c'est pas un chef-op qui sort de nulle part, puisqu'il a fait la lumière sur 21 grammes de Alejandro Iñárritu. La 25e heure de Spike Lee, qui est un très bon film, je sais pas si tu l'as vu. Donc c'est un mec qui est calé. Et il a eu comme consigne de Curtis Hanson de faire une lumière qui donnerait au film le look d'une mauvaise herbe poussée entre les pavés. Ce qui est littéralement en fait un peu c'est tout à fait ça. C'est un peu ça, quoi. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, le grain de la pellicule, je trouve qu'il offre un espèce de saleté un peu du réel qui est vraiment efficace, quoi, par rapport au style visuel. Très authentique. Rabbit arrive en retard sur son lieu de travail, une usine automobile. Cet emploi physique et fastidieux semble l'ennuyer au plus haut point. Cela ne l'empêche pas de demander des heures supplémentaires à son chef, qui refuse de manière abrupte, lui faisant remarquer son manque de sérieux et lui reprochant son retard. Rabbit n'est cependant pas très attentif à ses reproches. Son attention est tout à coup focalisée sur la silhouette d'une jolie jeune femme qui s'approche d'eux. Il est immédiatement sous le charme. Alors, on apprécie l'ironie de la situation, c'est-à-dire qu'il travaille dans une usine de voitures et il a une voiture pourrie qui démarre pas. Déjà, je trouve que j'ai même pas fait le lien, tu vois, magnifique. Non, c'est bien vu. Moi je me suis dit, tiens, ça c'est de l'ironie, quoi. Il galère pour arriver au travail. Du coup, il sera en usine en bus, vu que sa voiture. Sa voiture ne démarre pas. Et il en fabrique lui-même. Voilà. Non, bien vu. Et on voit que c'est vraiment un job déprimant et peu stimulant. On comprend pourquoi il a envie de s'en sortir, en fait, parce que si sa vie, c'est ça. Après, en tout cas, si cette vie-là lui convient pas, ça va être extrêmement pesant, on est d'accord. C'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, à la maison, c'est horrible, et au boulot, on voit que ça le saoule au plus haut point. C'est alimentaire. C'est alimentaire, voilà. Alors, je critique pas, parce que des jobs alimentaires, je crois qu'on est nombreux à en avoir. Oui, mais, et puis c'est tout à fait, honorable. Honorable, exactement. Mais là, c'est vrai qu'on voit que vraiment, il a pas envie, quoi. Et puis d'ailleurs, son chef le ressent, parce qu'il lui reproche, clairement.
J'aimerais revenir vite fait sur le look du Love Interest de Brittany Murphy dans le film. Paix à son âme, elle est décédée à 32 ans. Ce qui est assez dingue. Donc Curtis Hanson, le réal, est décédé. Brittany Murphy est morte, donc j'espère qu'Eminem se porte bien. Il va faire un petit check-up médical rapidement parce que c'est pas rassurant. Du coup, alors le look quand même assez typique des années 2000, la coupe de cheveux, tout ça, ça m'a rappelé. J'avoue, quand je l'ai revu, j'ai. Bon, ouais, ok. Oui. Et oui, ça c'est un peu daté. Alors bon, ils lui ont volontairement donné un look un peu, un peu sexy. Un peu sexy, parce que c'est le personnage qui veut ça. Je trouve intéressant. Je me demande. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais je me demande si la maquilleuse n'a pas fait exprès de pas trop l'embellir. Elle est très jolie, Brittany. Alors, oui. elle est mignonne dans le film, mais elle est très jolie. J'ai vu alors, je les ai pas vus, mais j'ai vu des extraits. Du coup, je suis allée fouiller un petit peu des extraits de comédie romantique avec elle, où elle est nettement plus belle. Si, je pense que t'as raison. Je pense que c'est voulu. Voilà, on voit ses cernes. Alors, moi aussi, on voit mes cernes. Je veux dire, mais je comprends ce que tu veux dire. Pas un proche. Mais je veux dire, d'habitude, dans les films, l'amour, l'objet de l'affection du personnage principal est généralement beaucoup plus embelli. On voit pas le grain de peau. On sort du formatage, en fait, encore une fois. Et là encore, on sort du formatage, parce qu'elle est jolie, mais clairement, c'est une fille qu'on pourrait croiser dans la rue. On voit ses cernes, on voit. Bon, on a l'impression qu'elle s'est coiffée elle-même. Non, c'est clair. Voilà, je trouve ça intéressant. Elle a un teint de cachet d'aspirine. J'aime bien. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Permets-moi de dire, en fait, elle est humaine, quoi. Elle paraît comme la femme que tu peux croiser dans la rue. Voilà, ce qui est très bien, du coup. Même Eminem, d'ailleurs, ou sa mère, ou Greg, ou même ses potes, tu vois. Oui, parce que quand on a Kim Basinger, c'est un peu difficile, je pense, de ne pas l'embellir. C'est Kim Basinger qui joue la mère, on l'a pas dit. Oui, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est Kim Basinger qui joue la mère. Je reviendrai un peu plus tard. Qui est quand même un des sex symboles du grand Hollywood. Et là, elle fait pas rêver, quoi. Non, mais... Je la trouve quand même bien, Kim Basinger. Non, mais elle est canon, parce que tu peux faire ce que tu veux, elle sera canon. Voilà, mais je veux dire, elle est pas mise en valeur spécialement. Elle a les cheveux filasses, elle est pas très bien maquillée, elle fait limite, elle fait alcoolo, quoi. C'est pas on n'est pas dans le sexy, voilà, quoi. Ce qui sied totalement au film, je trouve. Mais c'est parfait. C'est juste parfait. C'est très bien. Mais je trouve ça intéressant, voilà, je pense que même au niveau du make-up et tout ça, ils ont dû bosser là-dessus. Ouais, il y a pour moyen. avoir cet aspect très. Clairement. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Je crois que j'avais trouvé quelques infos dessus. Ok. Et par rapport, voilà, tu parles à l'usine. On a donc, si je dis pas de bêtises, on passe de. Je vais essayer de raccorder un peu plus haut dans mes notes. La scène d'avant, donc la musique du bus avant qu'il se rende à l'usine, où il écoutait 8 Mile Road avec le rythme et tout, et hop, d'un coup, on a une rupture son, on passe à l'usine avec le bruit brut de l'ambiance de l'usine, le bruit du métal. Encore une fois, on a une réalité qui est très palpable, filmée à hauteur d'homme, où t'as juste les sons qui rythment en fait la bande-son du film. On dirait un reportage. Complètement. En fait, tu pourrais croire que ils ont été rencontrer des mecs qui bossent à l'usine. Ils bossent dans l'usine de voitures des Détroits, mais complètement. Voilà, avec un Jimmy qui est assez éteint et on voit vraiment que Hanson, il le dit lui-même, qu'il était hypnotisé par cette ville, sa grandeur déchue en fait, toutes ces usines en ruine, ces habitations délabrées. Pour lui, ça lui apparaît comme une ville fantôme. Et ce qu'il trouve, au milieu de cette au milieu de cette morosité apparente, ce qui lui plaît, c'est que il y a aussi des gens qui ont essayé de créer une histoire musicale dans la ville, qui sied parfaitement au film, et il a voulu essayer de montrer pourquoi Eminem et Détroit sont inséparables, parce que il perçoit avant tout qu'il peut parler de classe sociale avec 8 Mile. Même si Eminem est blanc et la majorité de ses amis noirs, ils sont de la même classe sociale. Malgré tout, ils sont dans le même bateau, quoi. Exactement. Et par rapport au fait que c'est pas tout à fait la vie d'Eminem, il s'en fout un peu, tant que c'est bien celle de Détroit. C'était vraiment son intérêt principal, montrer avant tout le contexte plutôt que monter le contenant plutôt que le contenu, finalement, je pense. Et donc il a choisi de réellement tourner dans les rues dévastées de Détroit. Il a choisi que Jimmy bosserait dans une usine automobile pour vraiment représenter parfaitement la ville, ce qu'elle était à cette époque-là. Enfin, du moins, la relation qu'elle avait avec l'automobile. Au départ, dans le premier jet du scénario, il devait être garçon d'hôtel, en fait, Jimmy. Je sais pas si tu le savais. Et comme bagagiste, en fait. Et du coup, ils ont décidé que non, c'était bien plus pertinent de le mettre dans une usine. Et dans la vraie vie, Eminem, en fait, même s'il n'a pas travaillé à l'usine, il a clairement aussi joint les deux bouts
comme il pouvait avec des travaux alimentaires. Des travaux alimentaires, je sais pas des jobs. Avec des jobs, merci. Avec des jobs alimentaires. Il a notamment bossé comme seconde cuisine dans un restaurant, le Lodge, je crois qu'il s'appelle, qui est situé près de 8 Mile, se fait rendre de ma part. Je crois même qu'il est situé pas loin de la rue Shady, ce qui est assez marrant. En fait, il y a une rue Shady pas loin du resto. À vérifier, parce que là, c'est des trucs que j'ai pas sous les yeux qui me reviennent. Et c'est dans ce resto que fréquemment, il retournerait voir les gens qui y bossaient encore. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je sais pas, mais c'est pas sa vraie vie dans le film, c'est clairement un parallèle avec sa vie. Donc il y a pas de mensonge en fait, tu peux quand même dire que c'est un film sur Eminem au final. C'est ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont préféré prendre un personnage pour pouvoir avoir un peu plus de liberté créative. Oui. Et exactement. Ce que Eminem a apprécié, il a dit ça m'a vraiment libéré de pas jouer moi, mais de jouer une version alternative de moi, parce que je pouvais ne pas être vraiment ce que je suis et y mettre en fait de ce qui n'est pas moi. Ça aurait été beaucoup plus comment on pourrait dire, il se serait senti beaucoup plus en prison en étant obligé de jouer ce qu'il est, parce qu'il n'aurait pas eu de marge de manœuvre. Voilà. C'était où il était ce qu'il est, et je trouve ça bien. C'est une très très bonne idée. Je pense qu'ils ont bien fait. Carrément. Rabbit travaille sur des voitures à l'usine, mais il bricole aussi sa propre auto sur son temps libre. À l'aide de son ami Future, il tente de la remettre en état de marche. Mais leur tranquillité est perturbée par Greg, le petit ami de sa mère, qui chante Sweet Home Alabama à plein poumon. Les deux amis prennent le parti d'en rire et improvisent de nouvelles paroles, chantant non sans humour le désarroi de Rabbit et son espoir d'une vie meilleure. Cette scène est très rigolote. Oui, j'adore cette scène. Déjà la complicité, l'alchimie entre les Eminem et Mikey Pfeiffer est excellente, je trouve. Et voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est que donc t'as Future qui commence à le charrier en improvisant des paroles sur la chanson Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, j'espère que j'ai bien prononcé. Lynyrd Skynyrd, voilà. J'ai plein de choses à dire là-dessus, justement. Je te laisserai, il n'y a pas de souci. Et ce que j'aime bien, c'est que Jim, en fait, on voit qu'il a une capacité à se moquer de lui-même qui est excellente, parce qu'il emboîte le pas, en fait. C'est de l'autodérision complète. Il improvise du rap, il se taille en disant je vis avec ma mère, elle se tape un mec qui a mon âge. C'est assez marrant. Et c'est d'ailleurs ce qui sera un des traits caractéristiques de sa victoire finale, vu qu'on peut spoiler, c'est réussir à se moquer de lui-même en fait. Donc on y reviendra en détail après. Et du coup, c'est d'ailleurs dans cette scène aussi que Future profite de ce moment pour le relancer sur le fait Jimmy, il faut que tu refasses un battle, même si Jimmy, on sent qu'il est trop flippé pour le faire. Et on apprend que Greg aurait eu un accident de voiture et qu'il attend un chèque d'indemnité. Enfin, c'est vraiment pour moi le squatter, quoi. Greg, il est bien un plus parasite, squatter que Jimmy là chez sa mère en fait, quoi. Greg, c'est un parasite. Et il vient encore le faire chier, mais voilà, c'est. Alors, je sais pas si tu as recherché un petit peu, mais la chanson Sweet Home Alabama n'est pas du tout choisie par hasard. Je m'en doute, mais j'avoue que j'ai pas été creusé de ce côté-là. Alors, en fait, Sweet Home Alabama, à la base, elle a été composée en réaction à 2 chansons de Neil Young. Ouais. Donc voilà, Neil Young, qui est un artiste canadien à la base. Il a écrit Southern Man et Alabama. Alors bon, Neil Young, moi je connais bien parce que mon mari est très très fan. Je croyais que tu allais me dire personnellement. Ah non, j'aimerais bien le connaître personnellement. Je pense qu'il a plein de choses intéressantes à raconter, cet homme. Non, disons que j'ai beaucoup écouté Neil Young et je trouve cette histoire vraiment intéressante. Southern Man et Alabama notamment, qui est une chanson qui date de 72, où il dénonçait le racisme des États-Unis, enfin des habitants du sud des États-Unis. Donc voilà, c'était une chanson, c'est très poétique, Neil Young, très très belle, donc qui dénonce vraiment cette espèce de ségrégation latente malgré l'abolition de la ségrégation. Et donc le groupe Lynyrd Skynyrd a donc décidé de répondre à ces 2 chansons écrites par Neil Young en composant Sweet Home Alabama. Et donc ça contribue un petit peu à l'image raciste du groupe. Est-ce qu'ils le sont ou pas? Je ne sais pas. D'accord. Mais en fait, le groupe utilisait régulièrement le drapeau de l'armée des États confédérés comme décor pour ses concerts. Ah, je savais pas. Donc, alors, pour situer un petit peu pour les auditeurs, le drapeau, donc, qui apparaît aussi sur la pochette de Sweet Home Alabama, les États confédérés, en fait, ils ont été créés après l'élection d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, il voulait réformer l'esclavage. Et la création de la Confédération, c'est donc le résultat des 2 cultures qui existent aux États-Unis. C'est-à-dire que d'un côté, on a la culture du Nord qui est plus industrialisée, et d'un côté, on a la culture du Sud qui, à l'époque, dépendait énormément en fait, de l'esclavage. C'est-à-dire que toute l'agriculture était basée sur l'esclavage. D'accord. C'est-à-dire que pour le Sud, pour beaucoup d'États du Sud des États-Unis, l'abolition de l'esclavage, ça signifiait un problème économique majeur. D'accord, je comprends. Parce que, oui, forcément, si tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi, tu te fais plus de sous. Ah bah, je suis pas bonne en maths, mais ça, je l'ai compris. Ouais. Donc,
on a 7 États esclavagistes du Sud qui ont choisi de faire sécession des États-Unis et donc qui ont formé les États confédérés d'Amérique en 1861. Très bien. L'Alabama en fait partie. Ok. Voilà, donc le drapeau des États confédérés, c'est pas forcément un drapeau qui crie racisme, mais... c'est flou, hein, la frontière est floue quand même. C'est quand même très lié, tout ça. Et donc, c'est le drapeau qu'utilise Lynyrd Skynyrd sur ses albums. Ok, Pour en revenir à Sweet Home Alabama, au deuxième couplet, le groupe attaque directement Neil Young, en s'adressant à lui, Mr. Young. Voilà. Au troisième couplet, il est fait allusion au gouverneur d'Alabama, George Wallace, qui a fait 4 mandats de 1963 à 1987, donc qui a été gouverneur pendant quand même un bon moment en Alabama, et qui était un ségrégationniste forcené, segregation forever et tout ça, donc voilà, super. Ambiance. Ambiance. Là encore, donc ça passe. Le fait qu'eux, ils en parlent, je crois que juste les paroles dans Sweet Home Alabama, c'est juste... in Birmingham, they love the governor. Donc à Birmingham, pas Birmingham en Angleterre, à Birmingham, donc en Alabama, ils aiment leur gouverneur. Donc ils parlent de Wallace. Et donc ça donne l'impression qu'il y a un soutien pour le gouverneur Wallace. Eux, ils le renient. Ils disent que c'est pas vrai. Les choristes qui sont blacks quand même sur cette chanson derrière, quand ils parlent du gouverneur, on les entend qui font bouh hou hou, donc ils disent que c'était leur manière de huer le gouverneur. Bon, peut-être. On va leur laisser le bénéfice du doute. Mais toujours est-il que c'est assez intéressant qu'ils aient choisi Sweet Home Alabama, qui est en fait une chanson vraiment représentative de la lutte par rapport à la ségrégation aux États-Unis. Oui, c'est totalement dans le thème. Voilà, c'est dans le thème. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, ils n'ont pas choisi cette chanson par hasard. Et le fait que ce soit Greg qui l'écoute, ça laisse sous-entendre aussi complètement, oui. qu'il est peut-être raciste. Oui. Voilà, c'est pas dit. Mais il a toutes ses qualités, cet homme-là. Mais vraiment, il a toutes les qualités. Et c'est rigolo parce que Sweet Home Alabama, moi à la base, c'est une chanson que j'aimais bien. C'est une chanson que j'ai pu écouter parfois. Complètement. Mais j'avoue que. Et en fait, quand on connaît l'histoire, j'ose plus écouter cette chanson en fait. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça peut être dérangeant comme ça peut être dérangeant. Alors, tu sais pas, quand c'est flou comme ça, c'est. Voilà, Lynyrd Skynyrd, ils se disent non, on n'est pas raciste, on n'est pas du tout ségrégationniste, tout ça. Mais je pense que par contre, alors peut-être que c'est vrai, ça j'en sais rien, j'ai pas assez creusé la question, je les connais pas. Ouais. Mais je sais par contre une chose, c'est qu'il y a encore des gens, il y a encore le Ku Klux Klan qui existe malheureusement. Il y a encore des gens, il y a des voilà, c'est les gens qui sont pour la suprématie, soi-disant pour la suprématie de la race blanche. Oui, la race blanche. Ouais. Voilà. Moi, je connais la race humaine. Je vais faire des trucs basiques, mais ouais. Donc voilà, mais ce qu'ils appellent des white supremacists, en fait. Voilà. Et donc, ces gens-là, il y en a encore pas mal, malheureusement, dans le sud des États-Unis. Et je sais que cette chanson est une chanson qu'ils apprécient. D'accord. Donc après, voilà, je trouve intéressant qu'ils aient choisi cette chanson-là. Si les artistes proclament qu'ils ne le sont pas, j'ai tendance à dire qu'il faudrait les croire et pas penser à leur place. Maintenant, effectivement, si... Pour autant, ils font des trucs qui sont borderline, et à un moment donné, il faut se poser la question. C'est-à-dire, voilà. Alors, ce drapeau, le drapeau des États confédérés en soi, comme je disais, c'est pas un drapeau qui défend la ségrégation, mais par son histoire, il y a quand même un peu des questions qu'on peut se poser. Et c'est toujours bien de se poser des questions. Ouais. Exactement. Et je trouve ça super, que c'est un pied de nez vachement intéressant, le fait qu'Eminem improvise là-dessus. Je comprends mieux. Avec son pote Black. Je comprends mieux. Oui, c'est clairement. Je trouve ça génial, en fait. C'est un pied de nez, quoi. Oui, c'est totalement dans le thème du film et ça fait encore plus sens que eux deux se mettent à chanter là-dessus. Et c'est un sous-texte que moi j'avais, à côté duquel j'étais complètement passé la première fois. Et là, quand j'ai entendu Sweet Home Alabama, j'ai dit ouh, mais c'est bon ça en fait. C'est super que tu te sois penché parce que pour le coup, je plaide coupable, mais je ne m'y suis pas penché en fait. Je me suis plus axé sur la relation de Future et Jimmy dans cette scène-là. Comme je connais bien le répertoire de Neil Young, en fait, c'était une histoire que je connaissais quoi. Ouais. Et c'est pour ça que là, ça a fait tilt quand je l'ai entendu. Honnêtement, sinon, je serais pas allé creuser. Oui. Mais c'est parce que j'avais eu vent de cette histoire avec Neil Young. D'accord, très bien. Du coup, je me suis dit tiens, c'est intéressant. Ok. Voilà, et puis, alors, j'aimerais bien revenir aussi sur l'idée des traductions de la VF. Oui, fais-moi rêver. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai été traductrice pendant quelques années. La traduction, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et ici, mais je bénis la société de traduction la société qui était en charge de faire sortir ce film à l'étranger.
mais merci de ne pas avoir doublé les raps. Oui, on est d'accord. Je voulais te demander parce que je me suis pas réinfligé la VF. Non, heureusement ils les ont laissés. Sont en VO. Ils les ont laissés. Alors de la VF, la version que moi j'ai vue en tout cas, c'est ça. Les raps sont en VO. Au ciné, je me rappelle, ça nous choquait qu'on passe de la voix de Jimmy en français en anglais. Ah, mais il a pas la même voix. Ah bah non. C'est sûr. Bon. C'est sûr. Et puis vraiment pas là pour le coup. Traduire, c'est trahir. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, voilà, mais c'est sûr. Traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. On a beau faire la meilleure traduction qui soit, à un moment ou à un autre, on va trahir. Il y a des choses qui vont devoir passer à la trappe. Et alors, notamment sur quelque chose d'aussi pointu que des rimes, du rap, des poésies ou des choses comme ça. Donc déjà, en règle générale, ce qui est très compliqué quand on va faire la traduction d'un film, il y a la synchronisation labiale. Donc, c'est-à-dire la synchronisation labiale, quand on fait du doublage, c'est donner l'impression que c'est bien la personne qui parle. Donc quand la bouche de la personne fait un O, on va pas y mettre un E, parce que ça va faire bizarre. C'est dingue quand on se met à y penser un peu, en fait, de dire que la VF, déjà, comme tu dis, en fait, on traduit une langue dans une autre, mais il faut réussir qu'à l'image, les lèvres réussissent. Exercice qui est particulièrement périlleux vers le français, parce que l'anglais est beaucoup plus synthétique. Donc ce qu'en anglais, vous allez réussir parfois à dire en 3 mots, en français, il va vous falloir 4 périphrases. Exactement. Non, mais j'exagère à peine. Ah non, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'il va falloir que la bouche du personnage donne l'impression que c'est lui qui parle. Donc il va falloir choisir à peu près les bonnes syllabes et tout ça. Il va falloir arriver à être assez synthétique pour quand même retranscrire l'idée. Voilà, ce que le personnage était quand même en train de dire, mais arriver à faire en sorte qu'on ait l'impression que c'est lui qui parle. Et ici, pour doubler les battles, non seulement il y aurait eu la synchronisation labiale, mais il aurait fallu respecter les rimes, il aurait fallu respecter à peu près le sens de ce qu'ils disent, et donc forcément, il y aurait eu quelque chose qui passe à la trappe. Si ça vous intéresse, je vous incite vraiment à dire presque la même chose de Umberto Eco, qui est quand même un grand maître dans le domaine, qui était érudit. Et Le nom de la rose, il a écrit. Oui, tout à fait. Donc il a écrit beaucoup de romans, et justement il dissèque un peu les traductions de ses romans, mais pas que, dans ce livre Dire presque la même chose, qui est un livre sur la traduction, qui est vraiment fantastique. Donc si la traduction vous intéresse, lisez-le. Et lui, il l'explique très bien par rapport à comment garder. Lui, il parle de traduction de poésie, donc là, pour le coup, il n'y avait pas de synchro labial qui venait là-dedans, mais il disait qu'en fait, en poésie, vous avez la musique, la musicalité, donc pourquoi vous allez choisir tel son plutôt qu'un autre. Donc qu'est-ce qu'on va choisir de faire en fait ? Est-ce qu'on va respecter la musicalité et garder à peu près les mêmes sons, mais du coup sacrifier le sens ? Est-ce qu'on va plutôt garder le sens, mais du coup sacrifier un petit peu de musicalité, sacrifier ces sons-là qui avaient été choisis par l'auteur à la base ? C'est toujours très intéressant de voir un petit peu comment... Et donc là, en fait, depuis le début des années 90 environ, on double plus les chansons. Parce que je me souviens avoir vu My Fair Lady, en fait, j'ai fait une époque comédie musicale quand j'avais à peu près 16-17 ans, et je me souviens d'être toute contente de voir que My Fair Lady passait à la télé avec Audrey Hepburn, et avoir été complètement dépitée quand je me suis rendu compte qu'ils avaient doublé même les chansons, et que c'était juste intordable, c'était atroce. Je vois pas l'intérêt. Et ben c'est ça, mais à l'époque on doublait tout en fait. Donc c'est une bonne chose que là, à cette époque-là, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Et donc je suis tombée sur un article publié pour l'université d'Helsinki qui compare les traductions des battles de 8 Mile en russe, en finnois et en français. Voilà, t'as creusé le truc, dis donc. Excellent. Je suis tombée là-dessus. J'ai trouvé que l'article était très intéressant. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pense que si vous tapez Université d'Helsinki, Battle 8 Mile, on va pas trouver d'autres trucs. Vous devriez trouver. Et donc, il disait qu'il y avait 5 caractéristiques spécifiques au type de texte qui semble avoir causé des problèmes de traduction sur 8 Mile, qui sont les rimes, les jeux de mots. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans les battles. Les sociolectes. Donc, en fait, les sociolectes, c'est les termes très spécifiques à la culture. D'accord. Voilà. Le langage obscène, qui n'est pas toujours facile à rendre non plus. Et les références culturelles. L'argot, et donc le sociolecte, il y a l'argot aussi, donc c'est un casse-tête vraiment quoi. Et je trouve que pour les sous-titres, ils s'en sont bien tirés. C'est ce que j'allais te dire, parce que malgré tout, les sous-titres sont pas ridicules. Parfois, je crois qu'il y a quand même des rimes même à l'écrit. Et bien justement, en fait, dans le cas de 8 Mile, le maintien des rimes était un problème de traduction créé par des traducteurs plus ambitieux parce qu'initialement, le bureau principal d'United International Pictures, donc qui gérait la diffusion du film à l'étranger, demandait une traduction littérale sans rime des paroles de rap en fait. Donc dans les instructions pour la traduction d'8 Mile, il disait
il est dans l'intention des cinéastes de garder les traductions de paroles littérales, restant aussi proches que possible de l'original. Ce film relate la culture du rap à Détroit de manière très précise et par conséquent, les mots originaux, les références historiques, les émotions brutes devaient rester intactes pour les fans d'Eminem. Bien que le rap soit clairement une forme d'art qui combine l'improvisation, l'usage de structures verbales complexes et l'usage de rimes, l'objectif de la traduction de ce film est de communiquer aussi exactement que possible des mots originaux d'Eminem, plutôt que de tenter de créer des nouvelles rimes de rap dans chaque langue. Ok. Donc, cependant, les sous-titres en finnois et en français riment systématiquement, alors que les sous-titres en russe, par contre, ils utilisent des rimes que de temps en temps. Bon. Il semble y avoir eu une contradiction dans l'attitude d'United International Pictures envers la traduction des rimes. Les bureaux locaux en France et en Finlande ont préféré les rimes, alors que, en Russie, pas du tout. Et donc, ils ont réussi à persuader le bureau principal d'United International Pictures que la priorité devait être donnée aux rimes. Et je trouve que, pour le coup, ça a contribué à une bonne qualité en fait, des deux versions, parce qu'on s'immerge quand même un peu plus dedans avec les rimes. Oui, surtout quelqu'un qui a aucune notion d'anglais. Moi, je sais que les battles, je comprends pas mal de trucs qui se disent, mais les sous-titres m'ont bien aidé quand même. Même moi, je comprends pas tout. Vraiment, ça débite. Mais déjà, il y a le débit. Déjà, il y a le fait que, forcément, c'est bourré d'argot. Oui. Et l'argot, même si on parle anglais couramment, je veux dire, on peut connaître l'argot du fin fond de Glasgow ou du fin fond de Los Angeles. Ça sera pas le même argot que celui de Détroit en plus. Hein. Ça, c'est des choses, de la même manière, à une échelle beaucoup plus réduite, qu'un Marseillais va pas avoir le même argot qu'un Breton ou qu'un Lyonnais. Non, donc c'est ultra casse-gueule, mais c'était très bien qu'ils le gardent en VO donc, pour le son. Voilà. C'est pas... Heureusement. Parce que en fait, si on va voir Eminem rapper, on veut pas le doublage. Pitié, ouais. Déjà que le voir en VF, c'est une torture. Donc, déjà c'est dur, en VF. Donc, et j'ai trouvé, je trouvais ça intéressant, mais pour le coup, je tire mon chapeau bas aux traducteurs. C'est super intéressant du coup d'avoir ton point de vue d'ancienne traductrice là-dessus, c'est super intéressant. Ah, parce que là, c'est un boulot monstre en fait qu'ils ont fait. Complètement. Vraiment. La voiture réparée, Rabbit et sa bande d'amis décident de sortir en ville. Gentiment, les garçons se moquent de l'état de la caisse tout en faisant tourner un joint. Le film semble prendre un tournant dangereux lorsque Sol sort un fusil. Le spectateur est inquiet lorsqu'il le voit viser à travers la fenêtre, avant de comprendre qu'il s'agit d'un fusil de paintball. Les amis s'amusent, font tourner le flingue comme ils faisaient tourner le joint, jusqu'à ce que la police les prenne en chasse. Ce qui avait commencé comme une petite blague entre amis prend un tournant plus dramatique. Les garçons paniquent, la tension monte. Au pire moment possible, la voiture les lâche. Rabbit tourne dans une ruelle, la voiture ralentit puis s'arrête complètement. La bande fait une prière silencieuse jusqu'à ce que la voiture de police passe sans même les regarder. Éclat de rire général, ils ont eu chaud. Alors là, justement, on arrive sur une de ces scènes qui joue sur les attentes du spectateur. On s'attend à ce qu'une voiture remplie de jeunes d'un quartier défavorisé soit prête à verser dans la criminalité directe. Et je pense que ça joue aussi un petit peu sur le point de vue de certains Américains blancs, ceux auxquels je faisais référence tout à l'heure, les white supremacists, sur leur point de vue sur les Afro-Américains. Et donc on commence avec la drogue, et on s'attend à ce qu'ils aient réellement une arme sur eux et fassent des grosses conneries. Moi c'est un peu là-dessus que je partais. Je me suis dit, d'accord, on va partir là-dessus, quoi. Alors que non, en fait, c'est un jouet, ils jouent un jeu de gamin. Complètement. C'est une connerie de gosse, quoi. Donc bon, Rabbit, par contre, lui, il tire carrément sur une voiture de flic. C'est pour ça qu'ils les prennent en chasse. Donc bon, ça, il aurait peut-être pu éviter. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la réaction de Future, qui tente de l'empêcher, elle est très différente de celle de Rabbit. Donc ça suggère en fait que Future, étant noir, a un rapport bien différent avec la police. Oui, c'est pas bête, c'est très subtil, mais c'est pas bête. C'est très subtil, mais je pense... Alors, si vous ne l'avez pas... Bon, ils en ont fait un film qui est pas mal, mais surtout, je vous inciterai à lire un livre qui s'appelle The Hate You Give, qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai vu le film. Pas beaucoup aimé. Le film est pas génial. C'était un peu avec des gros sabots. Le bouquin est exceptionnel. Le livre, c'est un livre pour les jeunes à la base, c'est un livre pour les ados, mais vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-le, parce qu'il explique, c'est l'histoire d'une jeune fille noire qui vit dans un quartier un peu défavorisé et qui un soir se fait, c'est un copain noir aussi qui la ramène chez elle. Ils sont arrêtés par une voiture de police, ça tourne mal et le flic tue le black, tue le jeune, quoi, sans raison.
Et il y a tout un passage où elle explique que son père lui a appris, dès qu'elle a eu l'âge de sortir, à se comporter face à la police en tant que black, en fait. Oui. Et à donc surtout bien laisser ses mains en évidence, ne jamais essayer de chercher quelque chose dans son sac, il a établi tout un tas de règles comme ça, et ça m'y a fait beaucoup penser cette scène, parce que je me suis dit, on voit dans la réaction de Future, c'est très subtil, non, mais c'est vrai, mais on voit que lui il dit non mais fais pas ça, parce que lui il sait que il sait les conséquences qu'il peut avoir, les conséquences que ça peut avoir étant noir. Malheureusement, on a encore eu ce qui s'est passé, c'est ce que j'allais te dire, sans entrer en politique ou prendre parti ou se positionner. Je pense que je prends pas beaucoup de risques en disant que les choses ne changent pas. Les choses malheureusement ne changent pas. George Floyd, George Floyd, et le mouvement Black Lives Matter, qui c'est dramatique. C'est dramatique ce qui s'est passé pour George Floyd, et je pense que malheureusement, on en est encore là. Il y a un vrai problème. Je pense que quand quelque chose persiste comme ça, c'est pas juste une idée ou un hasard, ou juste qu'on se fait des idées. Il y a un vrai souci dans ce pays à ce niveau-là. C'est impressionnant. Et là, on est en 2002 quand même. Dans le film, on est quand même 18 ans avant George Floyd, quoi. Et non, c'est super intéressant. J'avais pas vu ça. Je trouve que sa réaction est vraiment parlante, en fait. Et je trouve que leur petit jeu, là, avec le paintball, avec le fusil de paintball, ça montre vraiment le désœuvrement aussi, parce que dans ces quartiers, ils ont tellement rien à faire. Il faut trouver un moyen de se distraire, en fait, quoi. C'est des jeunes, ils s'ennuient, en fait. Et puis, moi, ça m'a vraiment perturbé dans mes attentes, encore une fois. Je me suis dit, on va partir dans le petit groupe qui sort les guns, machin. Et en fait, non, ils tirent des gamins. Des gamins. Ça fait quand même écho à ce qui a... Enfin, moi, je pense que ça peut faire écho avec ce qui arrivait à Eminem, je sais pas si tu le sais, dans sa vraie vie. Il a été arrêté par la police pour un fait similaire. Il aurait tiré sur un mec avec un fusil de paintball. Et la victime, en fait, ne se serait jamais présentée au tribunal. Et le pire, c'est que ça serait un ami à lui, en fait, qui aurait tiré, et même pas lui-même. Donc c'était juste pas de bol, en fait. D'accord. Mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Et je sais pas si t'allais y venir, mais après ce trajet en voiture, ils évoquent un peu les immeubles abandonnés dans Détroit, et ils évoquent le fait que c'est dur d'être fier de son quartier. Et qu'au lieu de détruire au lieu de détruire les quartiers délabrés et tout, la ville préfère construire des casinos. Il y a quand même une charge politique assez importante derrière. Je sais plus comment il s'appelle, le personnage qui parle de ça. Je sais plus. Oui, c'est le frère de Sol. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est le philosophe un peu de la bande. Oui, très juste. Le je me rappelle plus de son nom, le sage philosophe pacifiste de la bande. Et il dit notamment qu'un junkie a violé une jeune fille dans un de ses bâtiments abandonnés. Et je trouve que ça montre bien l'aspect social et critique social de la scène, qui permettent bien de recontextualiser le milieu dans lequel Jimmy et a fortiori Eminem ont évolué. Et je sais pas si tu te souviens qu'ils font référence au 313, en fait, dans la voiture, le 313. Il parle sans arrêt d'un 313. En fait, il fait référence à l'indicatif téléphonique de Détroit. Je sais pas si tu le savais. Il y a certaines personnes qui sont appelées les 810, donc les 810, 810, parce que les banlieues situées de l'autre côté de 8 Mile avaient l'indicatif régional 810 en 95. Donc tu avais un peu le 313 opposé au 810, en fait, qui était les vrais gars du rap à la dure contre les petits bourgeois du 810. Et je me suis intéressé parce que je comprenais pas cet esprit représente le 313, donc je me suis un peu penché là-dessus. Et d'ailleurs, on va y revenir à la toute fin. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'important sur la toute fin. Ouais. Exactement. La voiture réparée, la bande arrive dans un vieux parking souterrain. Malgré la déliquescence des lieux, on parvient à imaginer que de nombreuses années en arrière, cet endroit était cossu. Aujourd'hui, tout n'est que grisaille et décrépitude. C'est dans ce lieu atypique qu'une bande de jeunes s'est réunie en cercle pour écouter les rimes d'une jeune femme et de son adversaire. Rabbit est immédiatement tendu. Poussé par les encouragements de ses amis, il parvient à surmonter son trac et improvise un couplet plutôt inspiré. C'est alors qu'une voiture se gare. Un groupe en descend. Il semble tout droit sorti d'un clip de gangsta rap des années 2000. Il se présente sous le nom de The Free World, les leaders du monde libre. La mine patibulaire et le regard arrogant, ils prennent à partie Rabbit et ses amis. Ce qui avait commencé comme une joute verbale dégénère rapidement en bagarre. Le spectateur craint que la scène ne prenne un tournant dramatique lorsque l'un des membres du Free World sort une arme. Heureusement, d'autres personnages parviennent à calmer le jeu. La bande de Rabbit repart, énervée et fébrile. Encore une fois, on joue sur les attentes du spectateur, guerre des gangs, voilà quoi. Complètement. Et ici, ce sont les jeunes eux-mêmes qui calment le jeu. C'est pas, il n'y a pas besoin d'intervention de la police ou de choses comme ça, comme on pourrait s'y attendre dans ce genre de scénario. Et certains se sentent même choqués d'avoir vu un flingue. On voit que c'est pas habituel en fait. Ils n'ont pas envie d'en arriver là. Clairement. Voilà.
Et puis c'est pas à tous les jours, comme on pourrait croire justement. Oui. Voilà quoi. Je trouve que ça ramène vraiment le spectateur aux éventuels préjugés qu'il pourrait avoir. Hein, et voilà, ils ont des réactions normales quoi. Je vais être très franc, ça m'a ramené à mes préjugés à moi que j'avais, alors peut-être à cause des films, hein, pas à cause de ce que je pense dans la réalité, mais à cause des films que j'avais déjà vus sur le thème, où je me suis dit, on va avoir un truc, la scène du flingue, la scène de baston, les règlements de compte, on aura un mort sanglant au milieu. Voilà, forcément. Et il désamorce à chaque fois tous ces principes et c'est super intéressant parce que du coup, c'est des petits jeunes qui veulent percer dans le rap, qui veulent juste s'en sortir. Et surtout le groupe de Jimmy, je trouve que ça montre bien qu'il y a de tout en fait. T'as des gars dans le rap qui usent aussi de violence, comme dans tous les domaines. Oui, comme partout. Voilà, et là t'as le groupe à Jimmy, clairement, eux ils sont pas là pour ça, ils s'en foutent. Dès que ça part en live, tout le monde calme le jeu quoi. Donc voilà. C'est sûr. Et encore une fois, je trouve que les lieux rappellent vraiment la phrase que tu as citée de Hanson, hein, où en gros il dit on voit que c'est une ville, on voit que ça a été beau, l'endroit où il se gare, on voit que ça a été clairement. quelque chose de vraiment luxueux même à une époque. Mais là, c'est complètement. Puis la lumière appuie ça, la lumière appuie un côté un peu décrépit. Et c'est ça, la décrépitude des lieux, quoi. Non, c'est très intéressant. Et donc Jimmy arrive à se lancer quand même à faire un petit rap. Même s'il est littéralement, je me suis noté, poussé par Cheddar, je crois, dans la foule pour réussir à littéralement, physiquement pousser. Et ce qui est intéressant, c'est toujours cette caméra à l'épaule qui reste tout le temps à hauteur d'homme. Et je sais pas si ça te l'a fait, j'ai eu l'impression que dans le film, on pouvait jamais avoir d'horizon. En fait, jamais. On restait ancré au milieu des personnages. C'est vrai. Dans la fosse avec eux, quoi. Voilà, les seuls horizons qu'on a, c'est les quartiers délabrés, les immeubles pourris. C'est assez impressionnant. Et quand Jimmy se lance, je trouve intéressant qu'il soit filmé, alors ça c'est mon point de vue, qu'il soit filmé vraiment en contre-plongée d'en dessous, comme si dès qu'il se met à chanter, hop, il passe maître de la situation, il domine le monde qui l'entoure. Et c'est là qu'on se rend compte que son style est plus riche en termes de vocabulaire et assez humoristique par rapport aux autres. Il est beaucoup moins dans l'attaque méchante et plus dans la dérision. Il est caustique. Il est caustique. Merci d'améliorer mon vocabulaire. Non, il fait beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment le terme. Il fait beaucoup de jeux de mots et puis ça montre vraiment l'ambiance du bon enfant du groupe de Future et de Jimmy. Alors que le groupe qui débarque est agressif, sort les flingues et méchant gratuitement. Je crois même qu'il y en a un qui traite, je sais plus le nom du pote d'Eminem, enfin de Jimmy, il le traite de gros. Sol. Sol, c'est dans l'insulte. Ouais, c'est des insultes faciles, quoi. Voilà, et du coup ça montre un peu la nuance qu'il peut y avoir dans le rap. En fait, c'est composé d'êtres humains, donc comme tout être humain, t'as des nuances, t'as des violents, t'as des gens qui sont pas là pour ça, donc voilà. Et pendant la soirée qu'ils font, donc t'as Alex qui vient parler à Jimmy, donc il s'est isolé dehors, écouter un peu son casse parce qu'il a aperçu son ex Janine en fait, on voit qu'elle est pas du tout enceinte par rapport à ce qu'on pensait savoir, et on apprend qu'Alex, du coup, ça creuse un peu le personnage, donc joué par Brittany Murphy, et un peu dans son cas, qu'elle économise pour se barrer. Et en fait, je vais te parler un peu du personnage de Alex, que je trouve antipathique, en fait. Et ça m'énerve de penser ça d'elle, parce que je n'ai pas réussi à m'attacher à elle, je la trouve mal amenée, mal écrite, en fait. Et en fait, j'ai la sensation, je sais pas, que Hanson, il sait pas ce qu'il veut en faire. En dehors de la mettre, comme tu disais, en espèce de love interest du film, j'ai l'impression qu'elle est filmée plus sur ses attraits physiques qu'autre chose. Même par le regard de Jimmy, on a des plans sur les jambes ou autres. Clairement, c'est un peu la pin-up. Alors c'est pas vulgaire parce que Jimmy fait aucune remarque. Tu vois, là aussi, tu pourrais t'attendre. Mais Jimmy fait du rap parce qu'ils disent elle est bonne, je vais me la faire. I want the money, the girls and the gun. Tu vois, limite le truc. Ça. Et en fait, non, mais malgré tout, je trouve que. Je sais pas, je suis pas vraiment fan de son personnage. Est-ce qu'elle n'est pas écrite pour être antipathique ? Moi, c'est un peu la question que je me pose. Dans quel but c'est ça la question, du coup c'est... Je sais pas trop. Moi, je pense que il faudrait pas qu'elle soit trop agréable, trop sympa avec lui. Il faudrait pas que ça se passe trop bien. D'accord. Parce que... pour qu'elle soit pas un échappatoire pour lui, peut-être, à part le rap. Voilà, je pense que ce qui est intéressant là dans le film, c'est qu'en fait, lui, sa seule porte de sortie, c'est le rap, fait. C'est pas bête. Et que même son histoire... Enfin, si on peut appeler ça une histoire d'amour, mais même son histoire avec cette fille, c'est quelque chose de très décevant. Oui. Rude. Ouais, non, c'est clair. Enfin, non, mais enfin, on y viendra, à la scène de sexe, hein, mais même ça, c'est cru, quoi. Non, c'est pas... Il y a rien de doux, il y a pas de douceur dans ce monde, en fait. Moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait. Non, mais c'est pas faux que même les sentiments aient même pas leur place et que du coup, elles soient assez... Non, c'est pas impossible.
Après, c'est vrai qu'elle est anti... Après, ça, c'est peut-être un délit de gueule, parce que j'ai jamais tellement apprécié Brittany Murphy. Il faut dire, même dans Sin City, je la trouvais pas extra. Après, c'est une question de point de vue. Mais par contre, c'est intéressant de dire que c'est l'un des seuls rôles féminins du film. Disons qu'il y a du temps de dialogue à l'écran, en dehors de la mère de Jimmy. Elle a d'ailleurs déclaré que c'était très, très amusant pour elle de fréquenter des mecs sur le tournage comme ça. Elle a dit que c'était un peu amusant et fou d'être là au milieu de tous ces barges. Et c'était tellement amusant pour elle qu'elle est même restée des fois, quand elle avait fini ses scènes, elle est restée pour les voir rapper et tout, parce qu'elle était vraiment à fond dans le truc. Et il y a d'autres comédiennes qui ont été envisagées pour son rôle, dont certaines que j'aurais trouvées excellentes. Il y a Elisa Dushku qui joue dans Banshee. Elle aurait été très bien, je pense. On a Sarah Michelle Gellar. Elle, je l'aurais pas vue, je pense qu'on l'aurait trop associée à Buffy en fait. Encore. On serait attendu à ce qu'elle leur casse la gueule à tous. On a Christina Ricci, donc qu'on connaît tous, notamment pour la famille Addams, et surtout, je sais pas si tu vois qui c'est, Alicia Silverstone. Oui, elle aurait été parfaite. Batgirl dans Batman et Robin. Oui. Voilà. Et elle aurait été très de très Clueless, bien. Très juste. Et Brittany Murphy était dans Clueless d'ailleurs aussi. Et c'est Taryn Manning, si je n'écorche pas son nom, qui devait la jouer avant que finalement le rôle de Janine, en fait, l'ex de Rabbit, lui échoue en fait. Donc finalement, c'est elle qui devait au départ jouer Alex. D'accord. Et oui, voilà, ce que tu avais dit, c'est que Brittany Murphy est décédée à l'âge de 32 ans en décembre 2009. Elle aurait été retrouvée morte chez elle. Je vous laisserai aller, si ça vous intéresse, entre guillemets, chercher un peu sur le sujet, parce que c'est assez compliqué. Les circonstances de sa mort sont très floues, apparemment. On ne sait pas trop de quoi elle est morte. C'est très flou. 32 ans. Je pense plutôt une overdose médicamenteuse, mais ils ne savent pas trop. Voire empoisonnement, apparemment. Voire empoisonnement, et c'est un peu particulier. C'est assez bizarre. Mais effectivement, Alicia Silverstone aurait été très bien. Moi, je trouve que je voyais pas qui c'était, puis quand on m'a dit Batgirl, je dis je vois très bien qui c'est en fait. C'est dans ce chef-d'œuvre de Michael Schumacher qui est Batman et Robin. Qu'on vous recommande d'aller voir. Qu'on vous recommande grandement si vous vous déprimez et que vous voulez vous marrer, parce que les tétons de George Clooney et le zoom en gros plan sur ses fesses, moi je m'en suis toujours pas remis. Ça vaut le coup. Et pour ça, vous n'avez même pas besoin d'aller très loin dans le film, c'est dans les crédits. Donc c'est au tout début. C'est merveilleux, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais oui, effectivement, Alicia Silverstone et toutes celles que tu as citées, mis à part Sarah Michelle Gellar. Non, elle est trop affiliée à Buffy. Voilà, c'est... Ouais, puis je pense. Alors peut-être parce qu'on l'a pas vu dans ce genre de rôle, mais elle a pas un côté assez sombre, je trouve, Sarah Michelle Gellar pour. Moi, je pense que tout acteur, si bien exploité, peut révéler plusieurs côtés. Je sais pas si tu as pas trop dispersé, mais si tu l'as vu dans le film Southland Tales de Richard Kelly. Non. Elle était vraiment excellente. Où elle jouait, je crois, une ex-actrice porno, mais vraiment en caricature d'elle-même et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, elle est super actrice, quoi. Donc je pense vraiment qu'elle aurait pu le faire, mais là, non, j'aurais vraiment vu Alicia Silverstone. Oui, ça aurait été très bien. Quelque chose de plus fragile dans le visage, de plus, je sais pas, peut-être plus banal que Brittany Murphy. Après, ça reste mon avis, c'est pas. Voilà. On vous invite maintenant à vous rendre sur la seconde partie de notre podcast.